Merci d'être venus si nombreux au Jeudi de l'Intuition. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Donc Iris en particulier qui organise cette soirée. Iris donc, qui est une société qui a pour vocation d'organiser des formations pour les particuliers et les entreprises sur le domaine de l'intuition, qui a vocation à être une véritable école de l'intuition et qui se fait fort de populariser le savoir en la matière. Et donc ce soir, nous recevons Laurent Bounet. Laurent, merci d'être avec nous. Donc vous... Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Est-ce que le micro fonctionne? Ok, j'avais des doutes. Donc vous êtes l'auteur de L'homme qui voulait être heureux, Les dieux voyagent toujours incognito, Le philosophe qui n'était pas sage et le dernier, Le jour où j'ai appris à vivre. Et donc ensemble, nous allons faire un plongeon, nous allons évoquer vos expériences intuitives, nous allons évoquer aussi quel rôle joue l'intuition dans votre création. Je vous propose de commencer par une question simple, mais qui va nous permettre d'entrer en matière directement. Quelle est votre dernière expérience intuitive? Ma dernière expérience intuitive. Écoutez, en fait, les intuitions qui me viennent le plus souvent, je pense, sont liées à des personnes. En fait, ce qui m'arrive, j'allais dire régulièrement, non, sans doute pas régulièrement, mais assez fréquemment, c'est que je me mette à penser à quelqu'un, y compris par exemple quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps ou à qui j'ai pas parlé depuis longtemps, et qu'à ce moment-là, je ressente que cette personne va m'appeler. Et donc c'est arrivé assez récemment, et le téléphone sonne, et la personne m'appelle. Alors ça pourrait être une coïncidence. En fait, avec le temps, j'ai appris à distinguer ce qui était juste une coïncidence, ou ce qui est de l'ordre de l'intention, de l'intuition. C'est intéressant. Et en l'occurrence, parce que j'identifie comme étant une intuition est associée à une certaine sensation très particulière. Et tellement particulière qu'aujourd'hui, je sais reconnaître ce qui est une intuition pour moi, de ce qui est juste un désir, une envie, une peur aussi, parfois, que je pourrais être tenté d'étiqueter intuition un peu vite, en fait. Oui, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus ce processus? Parce que on parle par exemple des peurs qu'on a, et on peut être très sensible à des peurs en pensant avoir des intuitions. Qu'est-ce qui vous fait vraiment sentir que vous avez une intuition? Oui, alors vous faites bien, Virginie, de citer les peurs, parce qu'en fait, on a tous un type de personnalité différent, n'est-ce pas? Ma personnalité à moi est, en tout cas à l'origine, plutôt centrée sur la peur, précisément. C'est plutôt au cœur de ma personnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon fonctionnement interne, je repère, encore maintenant d'ailleurs, assez facilement ce qui peut être source de danger potentiel. Je vais peut-être, je sais pas, me mettre ailleurs. Je déteste ne pas voir les gens. Ou je vais retourner m'asseoir sur la table, peut-être. Donc bref, quand on est comme moi, ou comme moi en origine, sujet à ce genre de film, où on va imaginer tous les problèmes possibles, et bien à ce moment-là, c'est assez facile de l'étiqueter intuition. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me semble assez pertinent, parce que sinon, ça peut être aussi un frein. On peut s'empêcher de faire un certain nombre de choses qui pourtant nous tiennent à cœur, en se disant j'ai l'intuition que ça va échouer, ou j'ai l'intuition qu'il va y avoir des problèmes. Alors en fait, c'est pas du tout de l'intuition, c'est juste une peur. Et quand le propre de certaines peurs, c'est qu'on y croit dur comme fer, d'accord? Donc on est convaincu que oui, ça va arriver, donc c'est une intuition, d'accord? Et non. Et donc c'est assez intéressant, je crois, de savoir distinguer ce qui est une intuition réelle et ce qui est juste une peur projetée, totalement imaginaire, d'accord? Donc ça, c'est pour les peurs. Ensuite, il y a aussi les envies ou les désirs. C'est-à-dire on désire tellement quelque chose qu'on peut croire aussi que c'est une intuition. Ça n'a peut-être rien d'une intuition. On peut aussi faire de la projection. Moi, vous voyez, avant les 2-3 années qui ont précédé pour moi la prise de la plume, le début de l'écriture, eh bien j'essayais de convaincre toutes les personnes autour de moi d'écrire. Voilà. Et j'étais intimement convaincu que, voilà, je pense à mon meilleur ami par exemple, je lui dis mais tu devrais écrire, lui il était passionné de romans policiers, je lui disais mais vraiment je t'assure tu devrais écrire, je suis sûr que tu pourrais écrire un bon policier. Et j'essayais de convaincre un certain nombre de personnes autour de moi de prendre la plume, sans savoir à aucun moment qu'en fait c'était de la projection, c'est-à-dire
c'était une envie personnelle, bien évidemment, d'accord? Donc j'aurais pu là aussi l'étiqueter intuition. J'ai l'intuition que mon ami devrait écrire. Et donc c'est ça qui est délicat, moi je trouve, c'est de faire la part des choses entre ses peurs, ses désirs, ses envies, ses projections, et ce qui est intuition. Et moi, avec l'expérience, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, j'ai appris à découvrir que ce qui était une véritable intuition était associé à une sensation, en fait, une sensation très particulière, et je dirais quasi corporelle. Vous me demandiez, Virginie, quel était le processus. En fait, je ne sais pas répondre en termes de processus, parce que pour moi, c'est plus, je dirais, une synesthésie, c'est-à-dire il y a vraiment concomitance entre une vision, pour moi c'est une entrée plutôt visuelle, d'accord, une sorte de flash, si vous voulez, qui est associée immédiatement, mais vraiment immédiatement, donc il n'y a pas un A qui engendre B, qui est associé à cette sensation dans le corps. Alors pour moi c'est plutôt dans le ventre, vous voyez. Je ressens que c'est une intuition. Et en l'occurrence, voilà, c'est arrivé par exemple il y a quelques mois, c'était particulièrement fort. J'ai une amie qui arrive à la maison, elle était pas là depuis 30 secondes, que j'ai eu la sensation, l'intuition associée à cette sensation très forte qu'un ami qui habite à San Francisco, que je n'ai pas vu depuis 2 ans et qui ne m'a pas appelé depuis au moins 1 an, allait m'appeler. Mais j'ai ressenti cette sensation et donc pour moi c'était une certitude. Le téléphone a sonné juste après, je suis allé décrocher en sachant que c'était lui. Ça peut sembler énorme de dire ça, quoi. Mais c'était vraiment du ressort de la connaissance. C'est-à-dire, je n'ai pas été surpris quand j'ai entendu sa voix. À la limite, j'aurais presque été plus surpris si ça avait été quelqu'un d'autre. Vous voyez, je savais que c'était lui. Donc ça, pour moi, c'est une intuition. Et c'est intimement lié à une sensation. C'est la sensation de savoir, en fait. Oui. La sensation, oui. le fait d'être sûr de quelque chose. Voilà. Alors si c'est juste une peur, un désir ou autre, ça va rester un flash, en fait. Ça va rester mental. C'est une création mentale, donc ça reste là-haut. Mais ça ne descend pas dans le corps. L'autre jour, j'étais en tournée au Québec, et au moment de reprendre l'avion pour rentrer à Paris, l'avion tardait à décoller, je voyais l'heure qui passait, on avait dépassé l'heure de décollage, et puis le pilote prend la parole pour dire « Bon, on a une panne du système de pressurisation, donc les techniciens, les mécaniciens ont été appelés, et je ne peux pas vous dire si ça va durer 5 minutes ou 2 heures. » Bon, le truc pas super rassurant, hein, vous avouerez, quoi. Surtout que le temps passe et clairement c'était pas 5 minutes. Et donc, au bout d'une petite heure, peut-être, là je commence à me dire, je ferais peut-être bien de descendre de cet avion, après tout il y a un autre vol demain, d'accord, c'était le soir, quoi. Et là je commence à avoir une forme de peur quelque part, en me disant, ok c'est un peu flippant quand même, il y a les techniciens qui travaillent depuis 1 heure pour résoudre un problème technique, c'est un avion, quoi. Moi, je me dis toujours, c'est pas très naturel, hein, ces dizaines ou centaines de tonnes qui volent comme ça, quoi. Donc j'étais pas rassuré, et je me dis, oui, j'ai peut-être une intuition que l'avion va se cracher, j'ai intérêt à descendre. Et puis après je me suis dit, oui mais j'ai pas eu la sensation. Je me suis dit, donc ce n'est pas une intuition, donc je vais rester. Et je suis resté, il y a eu 2h30 de réparation. Je vois, voilà, le vol s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Mais en fait, j'avais pas d'intuition, c'était juste une peur. Et c'est intéressant d'ailleurs par rapport aux avions, parce que j'ai entendu dire, je ne pourrais pas citer la personne qui a mené cette étude, donc voilà, je suis désolé, puis je n'ai pas vérifié l'information non plus, alors je n'aime pas trop partager les informations que je n'ai pas vérifiées, je vous la livre, voilà, donc à vous de faire le tri. C'est une personne qui dit qu'elle a étudié auprès des compagnies aériennes les listings de passagers qui ont pris des avions qui se sont crashés, qui ont eu un accident, et cette personne affirme qu'il y a moins de passagers dans les vols qui tombent, en fait, dans les avions qui tombent, parce qu'il y a plus de désistements. Il y a toujours des désistements tous les jours, il y a des malades, etc. Et puis il y a des gens qui ne le sentent pas. D'accord ? Et bien apparemment, quand l'avion tombe, il y a moins de passagers à bord que habituellement, en moyenne, pour ce type de vol. Oui, c'est drôle quand même. Ça suppose une forme de précognition assez généralisée, oui, finalement. Oui, Est-ce que vos perceptions ont évolué au fil du temps? Est-ce que vous êtes devenu plus intuitif que vous n'étiez auparavant? Je le suis devenu à partir du moment où j'ai accepté l'idée que l'intuition existe. En tout cas que j'ai des intuitions. Donc, le fait d'y croire et de l'accepter les a fait se multiplier. Alors maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'elles se sont multipliées ou c'est pas moi que j'en ai conscience maintenant, alors que je n'avais pas conscience avant, c'est peut-être ça aussi. Ça, je ne sais pas répondre à la question. Dans votre dernier livre, le personnage principal, Jonathan, se livre à un jeu curieux.
il attend le tramway et il se jette sur la 7e personne qui sort du tramway en lui livrant un compliment, le premier compliment qui lui vient à l'esprit. J'ai envie de vous lire ce passage parce qu'il résume un petit peu ce que vous pouvez penser peut-être de l'intuition et puis plus généralement l'essence un petit peu du livre. Si chacun de nous était conscient de l'immense valeur qui est la sienne, c'est toute la face du monde qui serait changée. Mais on vit dans une société où l'on dit rarement aux gens le bien que l'on pense d'eux. On a beaucoup de pudeur à l'exprimer et finalement beaucoup de retenue. Chacun garde secrètement en soi ses opinions positives, comme des graines qu'on laisserait se dessécher au fond de sa poche, au lieu de les semer ou de les confier au souffle du vent, à la terre et à la pluie. C'est peut-être la raison pour laquelle les gens ne sont pas habitués à recevoir de tels messages. Et c'est difficile de faire un compliment sincère à quelqu'un sans que ce soit mal interprété ou que l'on vous prête des intentions sournoises. Et si par une chance inouïe, votre sincérité n'est pas remise en cause, alors cette personne va souvent tenter de minimiser par tous les moyens la qualité que vous lui prêtez, dans un élan de modestie qui cache l'embarras à recevoir un cadeau aussi inhabituel. Pour contourner ces travers, Jonathan avait une solution imparable, complimenter et disparaître. S'accorder juste le temps d'apercevoir la surprise, la naissance d'un sourire ou un début d'illumination dans les yeux, puis s'éclipser après avoir livré ce petit bout de miroir positif. C'était jouissif et il adorait ça. Puisqu'il ne connaissait pas ses victimes, la question essentielle était souvent de savoir quel complément formuler. Mais sur ce point, ses fréquentes visites à la terrasse du café lui avaient donné l'occasion d'apprendre à développer son instinct et à écouter ses intuitions. C'est en effet très amusant d'observer une personne inconnue en essayant de deviner quelles sont ses qualités, juste comme ça, au feeling. La regarder quelques instants et sentir sa manière d'être, ses valeurs, ses vertus, ses atouts. C'est complètement subjectif, absolument pas rationnel et totalement infondé. Puis vous trouvez le moyen d'entrer en relation et de converser avec elle, et vous vous amusez à constater que la plupart du temps, vous avez vu juste. Alors c'est un passage que je trouve très intéressant, un passage dans lequel finalement vous inventez une sorte de jeu intuitif qu'on pourrait tous mettre en pratique. Quelle sorte d'information Jonathan cherche-t-il quand il se met comme ça en face de la 7e personne qui descend du tramway? Il essaye de voir quelles peuvent être des qualités de cette personne juste sur la base du feeling, de l'intuition. Il n'a aucun élément objectif qui lui permette d'affirmer que cet inconnu qu'il ne connaissait pas 3 secondes plus tôt, parce que c'est vraiment à la descente d'un tramway, a telle ou telle qualité, mais c'est vraiment sur la base de l'intuition. Et bon, là, c'est peut-être pas le lieu ni le moment, mais on pourrait faire l'expérience, enfin vous pouvez faire l'expérience même avec un groupe d'amis, non, ça c'est loupé. Il faut le faire avec des inconnus. Avec des inconnus. Moi je me souviens il y a très longtemps dans un séminaire de développement personnel, on avait fait un jeu qui ressemble un petit peu mais qui est différent, qui était, au lieu de faire un tour de table, vous savez, comme on fait classiquement pour que chacun se présente, et bien en fait, on se voyait, donc c'était un petit groupe, on se voyait pour la première fois de notre vie, chacun essayait de deviner, en l'occurrence c'était le métier de l'autre. D'accord? Eh bien, alors je ne vais pas vous dire qu'on avait tous tout bon, loin de là, mais par contre, l'information qui en est sortie était très intéressante. Et si ce n'était pas le métier, il y avait des choses assez proches. Et c'était assez troublant, si vous voulez. Et c'était uniquement sur la base d'un ressenti. Je ne sais pas si c'est de l'intuition vraiment, mais oui, quelque part. Une sorte de feeling. Une sorte de feeling. Il y a une autre expérience que j'ai faite il y a des années et des années, c'était une intuition liée à la posture, en fait. On demandait à un volontaire de se lever, puis d'adopter une posture, n'importe quoi. Donc, il y avait des personnes qui se mettent comme ça. Et puis on lui demandait d'abord d'avoir quelque chose à l'esprit, n'importe quoi, et puis d'adopter une posture dans laquelle il se sent bien quand il pense à ça. Voilà. Donc la personne prenait cette posture. Et puis ensuite, des volontaires autour essayer d'adopter la même posture physique, c'est-à-dire vraiment, donc il y avait une personne qui était là pour nous aider à avoir exactement la même posture que l'autre, et une fois qu'on adoptait cette posture, il fallait dire qu'est-ce qui nous venait à l'esprit, qu'est-ce qu'on avait envie de dire, et donc on formulait une phrase. Et alors là, c'était extraordinaire, parce que la phrase formulée par la personne qui a adopté la posture, le comportement physique de l'autre, était extrêmement proche de celle que la personne avait effectivement à l'esprit. Hein, je crois qu'on appelle ça la syntaxe somatique, une sorte de langage du corps.
Mais si on va un petit peu dans vos sources, dans les sources de votre inspiration, est-ce que vous aviez finalement chez vous, quand vous étiez jeune, autour de vous, des gens qui vous poussaient à être intuitif? Non, alors personne ne m'a jamais poussé à être intuitif. D'abord, j'avais un père scientifique et protestant, donc doublement scientifique quelque part, dans le genre super rigoureux. Et typiquement, vous voyez, qui refusait ou aurait refusé toute information n'étant pas validée scientifiquement de manière très très rigoureuse. Et encore, il aurait fallu qu'il lise le protocole pour s'assurer que c'était vraiment scientifique. D'accord. Donc, ce qui est sûr, c'est que lui ne me poussait pas là-dedans. Maintenant, j'avais une mère à l'opposé qui était catholique, fantasque, sachant qu'il n'y a pas de lien de causalité, mais assez fantasque, assez, allez, on peut dire irrationnelle, même totalement irrationnelle. Et elle ne m'a jamais poussé dans l'intuition. Par contre, elle était, et toujours d'ailleurs, parce qu'elle est toujours de ce monde, une personne assez intuitive, qui vous sort des trucs parfois très étonnants. Et puis, forcez de le constater qu'elle a souvent raison, elle voit juste, en fait, vous voyez. Donc, si j'ai de l'intuition, je le tiens de ma mère, ouais, je pense. De votre mère. Et est-ce qu'il y a, dans ce dernier roman, il y a un personnage qui s'appelle Tante Marjorie, oui. qui est en fait, en quelque sorte, le mentor du héros, qui va l'aider un petit peu à se guider dans sa nouvelle vie. Est-ce qu'il y a eu dans votre parcours, dans votre enfance, dans votre adolescence, un peu plus tard, des gens qui ont joué ce rôle de mentor? J'ai eu, quand j'étais relativement jeune, bref, quand j'avais 15-16 ans, un voisin dont le métier était d'être consultant. En l'occurrence, il aidait les gens à définir leur fonction. Je crois qu'il s'intitulait conseiller de fonction. Il n'est plus de ce monde. Et il a joué un peu le rôle d'un mentor pour moi. Il m'a un peu pris sous son aile. Il m'a fait passer des tests de personnalité bizarroïde pour m'aider à mieux me comprendre, mieux me connaître. Et j'en avais vraiment besoin à l'époque. Donc il a joué un peu le rôle de mentor. Des années plus tard, après que j'ai traversé une espèce de crise professionnelle et existentielle à 23 ans, alors en rentrant dans le monde de l'entreprise, où soudain, alors que je ne m'étais pas posé de questions pendant mes études, j'ai fait les études un peu en obéissant, en répondant en tout cas aux attentes de mes parents, et je me suis retrouvé comme ça, à 23 ans, balancé dans une grande boîte, chargé d'études financières. Et là c'était un peu un choc pour moi, parce que j'ai découvert seulement à ce moment-là, il était temps, après 5 ans d'études, dans ce domaine, que j'étais pas du tout fait pour ça. Et donc je me suis retrouvé avec 2 ordinateurs sur mon bureau et très très malheureux en me disant mais tout ça n'a pas de sens, enfin, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je ne peux pas passer 40 ans comme ça à analyser des colonnes de chiffres, ça a sans doute beaucoup de sens pour certaines personnes mais pas pour moi, quoi. Donc voilà, je ne vais pas tout vous raconter, mais j'en ai fait une dépression en fait, parce que je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, j'ai fait toutes mes études dans ce domaine-là et en fait je découvre que c'est pas pour moi. Et donc j'ai fait une dépression. Alors, bon, je vais revenir à votre question. Donc, s'en est suivi tout un parcours de développement personnel, pendant lequel, au début, je cherchais plutôt des informations, des connaissances, des compétences. Donc j'étais à la recherche de savoir-faire, en connaissance de soi, en compréhension des autres, etc. Et au bout de quelques années, en fait, j'ai en effet cherché des mentors. Pourquoi? Parce que j'ai cherché des gens qui pouvaient me nourrir à un niveau plus identitaire qu'à un niveau de compétences. J'avais accumulé un certain nombre de techniques, de communication ou autres, de compétences dans le fait de me connaître, d'entrer en introspection, de comprendre comment fonctionnait ma personnalité, comment fonctionnaient les autres qui à cette époque-là encore me faisaient très très peur, quoi. Donc j'avais les compétences. Et je sentais bien qu'il y avait une certaine limite à ça. Et donc j'ai éprouvé le besoin d'être nourri à un niveau plus identitaire. Et donc il y a eu toute une période de ma vie où je me suis cherché des mentors. Alors je voyageais beaucoup, dès que j'entendais parler de quelqu'un exceptionnel, un sage, un philosophe, un chaman, je pouvais sauter dans un avion. À l'époque, je n'avais pas de conscience écologique, donc ça ne me posait pas de problème. Donc je sautais dans un avion juste pour aller rencontrer quelqu'un un peu à l'autre bout du monde. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Il y a des rencontres qui vous ont particulièrement marqué? Oui. Ah oui, tout à fait. Une en particulier, peut-être? Avec un chaman péruvien, par exemple. Alors j'étais un peu à la frontière, là, c'est au tout début, entre la recherche de compétences, de savoir-faire, et le fait d'être nourri dans mon être. Et donc j'étais très déçu à sa rencontre, sur la première partie de mes attentes. En fait, c'était une retraite spirituelle qui durait une semaine.
Et en une semaine, j'ai rien appris. Donc j'étais assez frustré parce que j'attendais plus des techniques pour, je sais pas, communiquer avec les plantes ou autre chose. Et en fait, j'avais le sentiment d'avoir rien appris. Rien appris de concret, si vous voulez, pas de technique, pas de compétences. Et en même temps, j'ai senti à un moment donné que cet homme-là m'avait apporté un autre niveau, justement un niveau de savoir-être, juste par sa façon d'être avec nous, par sa présence en fait. Je ne peux même pas dire qu'il ait formulé des choses extraordinaires. J'étais aussi un peu déçu par rapport à ça, parce que je m'attendais à voir un maître accompli, n'est-ce pas, que j'aurais pu modéliser. Et en fait, non, c'était même pas ça. Ce qu'il nous a dit n'était pas extraordinaire, ou en tout cas, ou alors je ne l'ai pas perçu. Mais par contre, il avait une qualité de présence qui, je me suis rendu compte surtout après coup, m'a nourri finalement. Et oui, ça, c'était une rencontre assez forte, quoi. Vous dites que en fait, vous aviez peur des autres, que vous étiez mal à l'aise. C'est pas évident quand on vous voit aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez senti, quel changement est-ce que vous avez senti, comment est-ce que ça s'est manifesté en fait? Quoi, le changement? Le changement d'attitude, d'évolution, l'ouverture à l'autre. Un gros travail sur moi. Un gros travail sur moi, d'abord de manière indirecte. Hein, je raconte souvent que dans ma famille, c'était impossible d'aller voir un psy, parce que les psys, c'était pour les fous. Donc voilà, du coup j'ai travaillé sur moi de manière indirecte en me formant à la psychologie, en me formant au développement personnel, beaucoup moins impliquant. Donc puis en lisant aussi, j'ai lu pas mal de bouquins, donc j'ai découvert des choses sur moi quand même. Je ne sais pas si j'ai changé, mais en tout cas j'ai compris beaucoup de choses, et j'avais besoin de comprendre. Et puis ensuite, quelques années plus tard, j'ai poussé la porte d'un psy, et ça m'a permis d'accélérer dans mon évolution, quoi. Mais avant même cela, ma peur des autres s'est évaporée le jour où j'ai appris à comprendre les autres, en fait. Mais bon, ça c'est aussi lié à mon histoire personnelle, hein. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais pour faire simple, je ne suis pas allé à l'école maternelle. J'ai tellement pleuré que ma mère m'en a retiré. Du coup, j'ai débarqué à l'école à 6 ans, ce qui est assez tard, et non seulement assez tard, et surtout, je me suis retrouvé au milieu d'enfants qui, eux, avaient l'habitude d'être ensemble. Et j'ai tout de suite senti qu'il y avait un énorme décalage entre moi et eux dans la vie en société, dans la relation sociale. Et moi, j'étais vraiment handicapé des relations sociales. Je ne savais pas du tout comment gérer des petits copains, comment être avec eux, comment parler, comment aller vers eux. Alors qu'eux avaient l'air super à l'aise, et ce n'était pas qu'une apparence, ils étaient très à l'aise ensemble. Et du coup, j'étais bien très malheureux et je suis resté pendant toute mon enfance et quasiment toute ma scolarité vraiment à part. Vous voyez, j'avais tellement peur que je n'allais pas vers les autres, je me protégeais. Et c'est sans doute pas un hasard d'ailleurs si j'ai choisi un métier administratif à l'époque, financier. C'est quand même un bon moyen de ne pas voir beaucoup de gens. Donc là, il n'y a pas de hasard dans la vie. Sauf que ce n'était pas de ma nature profonde. J'étais handicapé dans ce domaine, mais ce n'était pas de ma nature profonde. Donc, pour revenir à votre question, quand je me suis formé à ça, formé à comprendre ce qu'était un être humain, comment on fonctionnait, comprendre les comportements des autres, eh bien mon stress a baissé, je me suis mis à aller beaucoup plus vers les autres, et puis mes peurs se sont assez rapidement évanouies. Et partant de là, je me sentais bien avec les autres, puis j'ai appris à aimer les autres aussi. Ça me semble un peu bizarre de dire ça, quoi. Mais j'ai appris à aimer les autres aussi après avoir, je pense que c'est dans cet ordre-là que ça s'est passé, après avoir appris à m'aimer moi-même. C'est-à-dire il y avait des tas de parties de moi que je n'appréciais pas, mes défauts, sans doute une conséquence de l'éducation un peu rigoriste, d'accord, où finalement on pointait du doigt mes manquements, mes failles, mes faiblesses, quoi. Du coup, je pense que j'acceptais pas mes défauts. Et quand j'ai appris à accepter mes défauts, donc à m'accepter et à m'aimer un peu plus moi-même, tout naturellement, j'ai beaucoup plus aimé les autres. Hein. Je crois que ça va de pair, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Pour vous, pour vos personnages, d'ailleurs, il y a un sens à l'évolution. On commence d'abord par travailler sur soi, sur ses intuitions, pour ensuite aller vers l'autre et puis peut-être s'intéresser à... Oui. Pour moi, il y a au moins 3 dimensions dans un être humain. Il y a une dimension intérieure, hein, l'intériorité. Il y a une dimension horizontale, donc la fraternité, l'amour. Et puis il y a une dimension verticale, bien sûr, la transcendance, la spiritualité. Et je pense, je suis même convaincu, que le travail à faire, si on souhaite évoluer, doit se faire dans cet ordre-là. C'est d'abord travailler sur soi, hein, développer une certaine intériorité, c'est-à-dire être à l'écoute de soi, de ses aspirations, ses envies profondes, régler la plupart de ses problèmes. Ça ne veut pas dire passer 20 ans sur un divan, parce qu'après on peut avoir le problème inverse, c'est qu'on se coupe des autres en étant complètement tourné sur soi, et devenir un peu, se regarder le nombril, vous voyez, donc c'est pas souhaitable comme évolution, je dirais.
mais régler la plupart de ses problèmes jusqu'à être globalement bien dans ses baskets, quoi. Pas être peut-être le plus équilibré de la Terre, mais globalement équilibré. Et à ce moment-là, je pense que c'est un phénomène naturel, et on n'a pas à se forcer, on se tourne vers les autres à ce moment-là, de façon assez oui, spontanée, naturelle. Et à ce moment-là, les relations aux autres, naturellement, s'améliorent, je pense. Et puis ensuite, on peut réaliser qu'au-delà de moi, des autres, il y a peut-être des choses qui nous dépassent, quoi. Et là on entre plus dans une dimension spirituelle. En fait, si on ne le fait pas dans ce sens-là, je pense qu'il y a au moins 2 écueils, potentiels au moins. C'est mon côté anticipation des dangers. Donc le premier, il est que si je me tourne vers les autres avant d'avoir résolu mes problèmes, je peux être dans l'oubli de soi, je peux m'oublier. Et vous voyez, par exemple, je peux me donner à fond dans l'humanitaire et je vais être altruiste et aider les autres sans voir que j'ai aussi besoin d'être aidé. Et à ce moment-là, le risque, c'est l'oubli de soi et peut-être même aussi un altruisme un peu biaisé. Peut-être qu'à un moment donné, je vais faire payer aux autres mon aide, vous voyez, parce que j'aurais besoin de reconnaissance par rapport à ça. Et à ce moment-là, ce n'est pas un véritable altruisme, vous l'avouerez, d'accord? Donc ça, c'est un premier risque. Par rapport à la spiritualité, le risque, si je me connecte tout de suite à Dieu, ou vous l'appelez comme vous voulez, sans travailler sur moi, bah là, c'est d'enterrer complètement mes problèmes. Vous voyez, c'est là, j'oublie mes problèmes, j'oublie mes difficultés, parce qu'il y a Dieu et moi, il n'y a que ça qui compte, et j'oublie tout le reste, quoi. Et je pense, et notamment si on est dans une démarche spirituelle, y compris croyant, que je crois que peut-être la moindre des choses à rendre à Dieu, c'est de travailler sur nous, quoi. Je crois que ça fait partie du sens de la vie, de notre mission sur Terre, oui, d'évoluer en tant que personne, avant de se connecter aux autres et à autre chose. Et quel rôle joue l'intuition dans cette évolution, que ce soit l'évolution en général d'une personnalité ou l'évolution de vos personnages, qui tous traversent un certain nombre de crises et de recherches de soi? Vous savez, notre vie est composée d'une vie personnelle et d'une vie professionnelle. Et pour ce qui est de la vie professionnelle notamment, on est amené à faire des choix, c'est-à-dire à faire le choix d'une voie, par exemple, une voie professionnelle. Mais au-delà de l'aspect professionnel, il y a tout ce que l'on fait dans la vie, d'accord? Et ça peut être, je parle des associations, des loisirs, etc. Donc il y a la dimension faire, qui pour moi est aussi importante que la dimension être, quand on veut être heureux. Je dis souvent le bonheur, c'est un équilibre entre faire et être. Et faire, pour moi, c'est se réaliser dans des actions qui ont un sens pour nous. Et pourquoi elles ont un sens pour nous? Parce que je pense, je ne peux rien affirmer, il n'y a pas de vérité dans ce domaine, mais je pense que chacun de nous a en quelque sorte une mission. D'accord? Je pense qu'on est fait pour quelque chose dans la vie, chacun de nous. On est tous différents et on a tous une mission. Je ne suis pas déterministe pour autant, je ne pense pas que tout est écrit, mais je pense quand même qu'on a des prédispositions pour aller dans une certaine direction, et je crois que c'est de l'ordre de la mission. D'accord? Et je pense que dans ces cas-là, on s'épanouit quand on a des actions, si possible professionnellement, parce que ça occupe beaucoup de notre temps, mais sinon dans des loisirs, des associations ou autres, quand on a des actions qui correspondent à ce pourquoi on est fait, à ce moment-là, on trouve un certain épanouissement. Et c'est à ce moment-là qu'on se réalise dans ce qu'on fait. D'accord? Sauf que pour cela, pour découvrir sa mission, eh bien, on peut développer une certaine intuition qui va être liée à une certaine intériorité. C'est-à-dire, je pense que pour avoir des intuitions sur notre voie, il y a des gens qui peuvent chercher leur vie entière, pour avoir des intuitions sur ce pourquoi on est fait, selon moi, eh bien, il est nécessaire de développer une intériorité. Et la difficulté à notre époque, c'est qu'on a tendance à mettre notre attention surtout à l'extérieur de nous-mêmes, et de moins en moins à l'intérieur. Je crois que vraiment, c'est peut-être le handicap qu'on a un peu tous en 2015, et à notre époque, et en Occident en tout cas, c'est qu'on est happé par l'extérieur. D'accord? On est happé par la télé, par les médias, par Internet, Facebook, les emails, les SMS, tout ce que vous voulez. Notre attention est happée par l'extérieur, et cet extérieur souvent nous fournit des émotions qui vont créer une dépendance. Donc on se retrouve assez vite en état de dépendance envers ce qui vient de l'extérieur et ces émotions induites par l'extérieur. Quand vous regardez les journaux télévisés, vous recevez en général des émotions plutôt négatives, puisqu'on donne plutôt les mauvaises nouvelles, et elles sont aussi source de dépendance. Pourquoi? Parce que, alors je ne suis pas médecin, mais je crois que ça active le cerveau reptilien, qui est le siège de l'instinct de survie. C'est-à-dire, en fait, quand on entend parler d'une catastrophe
ou d'une agression de je ne sais quoi, eh bien, on mobilise notre attention parce qu'on veut se protéger d'une telle catastrophe si elle nous arrivait un jour. D'accord ? Et donc, ça décuple notre attention, et les publicitaires le savent bien. Il y a des études qui ont montré ça, et ils savent qu'on va être beaucoup plus attentif à une publicité, par exemple, qui va suivre une mauvaise nouvelle. C'est prouvé scientifiquement, donc c'est pas non plus un hasard, vous voyez, si on nous abreuve de mauvaises nouvelles. Et le problème, c'est qu'on devient accro à cela. Sans doute pour s'en protéger, on a besoin d'être informé, sauf qu'on ne sait pas que l'information en question ne correspond pas forcément à la réalité du monde. Elles sont réelles, évidemment, on ne raconte pas de bêtises, quoi. Mais c'est une réalité partielle, c'est une partie de la réalité. Et tout ne va pas mal dans le monde. Il y a des tas de choses qui vont bien, mais dont on ne nous parle quasiment jamais. D'accord ? Et du coup, on a de plus en plus tendance à croire que tout va mal, qu'il y a des dangers partout, alors surtout quand on a une personnalité comme moi qui est plutôt sensible à ça. D'accord ? Qu'il y a des dangers partout, et on va devenir de plus en plus dépendant de ces informations et des émotions fournies par ces informations. C'est vrai aussi pour les émotions positives induites par le SMS d'un ami, l'email d'un ami. Parce que quand on reçoit le SMS d'un ami, c'est agréable, n'est-ce pas ? On se dit quelqu'un a pensé à nous, quoi. Donc c'est plutôt agréable, et là aussi on peut avoir envie de multiplier ce genre d'émotions. Il n'y a pas de mal à ça, sauf qu'à la longue, on peut conditionner notre cerveau tout simplement à se tourner vers l'extérieur dans l'attente d'une réception de ces émotions induites par l'extérieur. Et à ce moment-là, on peut se couper de notre intériorité ou d'une partie de notre intériorité. Et je pense que c'est assez utile d'avoir des émotions qui viennent de l'intérieur aussi, de notre monde intérieur. Et le fait de développer cette intériorité nous permet de savoir quelles sont nos envies profondes, et pas celles induites une fois de plus par l'extérieur, la publicité par exemple, mais savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous. D'accord ? Quelles sont nos véritables aspirations, et notamment sur le plan professionnel, sur le plan des actions qu'on souhaite mener dans le monde. Et c'est à ce moment-là que je pense que certaines intuitions vont apparaître à nous. Mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, vous voyez, c'est pas parce que moi, ce soir, je me dis, ok, c'est bon, maintenant je vais écouter mon intérieur, que ça va venir comme ça. Et je pense, on va sans doute avoir besoin d'en reparler, que les intuitions ne correspondent pas à une décision. Je ne pense pas qu'on peut décider d'avoir une intuition. C'est plutôt de l'ordre de l'accueil, je crois. Mais l'accueil, si on a un espace pour... Vous savez, je recommande souvent, et je le fais moi-même d'ailleurs, de s'accorder 5 ou 10 minutes par jour, souvent le soir avant de se coucher par exemple, où on n'a rien à faire, on éteint toutes les machines, on n'est pas dérangé, on est seul avec soi-même, on s'accorde un espace libre, un espace de vide, de silence et de vide. Mais pas avec un objectif en tête, sinon rien ne viendra. Juste, voilà, il ne se passe rien, je suis seul avec moi-même. Mais si je n'ai pas d'attente ou d'objectif particulier par rapport à ça, eh bien au bout d'un moment, au bout de, je sais pas, quelques jours, peut-être quelques semaines, il y a des choses qui vont émerger, obligatoirement, il y a des choses qui vont émerger. Et après, vous allez développer justement cette habitude d'être à l'écoute de ce qui vient de vous-même. Et je pense que c'est un bon moyen de développer son intuition. Comment ça s'est passé pour vous? Parce que vous disiez que vous aviez erré pendant un certain temps, en quête justement d'une voie. Et puis d'un seul coup, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait effectivement une voie qui était bonne pour vous, qui était celle de formateur. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce moment de découverte? Oui. Après ce choc que je vous ai décrit à l'âge de 23 ans, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. Donc j'ai erré un peu de poste en poste, de boîte en boîte, sans trouver vraiment de réponse. Et donc j'avais de plus en plus mal. Et en fait, j'en ai vraiment fait une dépression. J'ai perdu 10 kilos, etc. Et j'allais mal, quoi, vraiment. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Comme je n'aimais pas ce que je faisais, j'étais pas bon. Surtout que j'ai toujours été incapable de me forcer à faire quelque chose. Du coup, je ne me forçais pas beaucoup et j'étais vraiment très mauvais, j'avais de mauvais résultats. Donc j'étais en échec permanent. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant avec le recul. C'est qu'à force d'aller d'échec en échec, j'ai appris à me dissocier de mes actes. C'est-à-dire, en fait, j'ai découvert simplement que je n'étais pas ce que je faisais. J'étais pas mes actions, et en l'occurrence, j'étais pas mes échecs. Alors, c'était peut-être une protection, hein, vous me direz. Mais en même temps, c'est vrai que je ne suis pas. Personne n'est ce qu'il fait, d'accord? Qui on est, c'est autre chose que juste nos comportements et nos actes. Et en fait, ça a induit chez moi une espèce de lâcher-prise. Lâcher-prise donc, par rapport à mes actions, par rapport à l'importance que revêtaient mes actions et mon métier à mes yeux. Et ça m'a aidé à lâcher par rapport à un certain nombre d'attentes que j'avais, qui étaient induites notamment par ma famille,
hein, où il fallait à tout prix que j'ai un métier intellectuel, valorisé socialement, reconnu, etc. Et donc j'avais une espèce de pression par rapport à ça, pression sans doute aussi de reconnaissance sociale vis-à-vis des amis, etc. Enfin, oui, à un certain âge, quand on est jeune, on peut attacher de l'importance à l'image de notre profession. En tout cas, c'était mon cas. Sauf qu'après ces échecs répétés, j'ai complètement lâché prise par rapport à ça au bout d'un moment. Et je me souviens d'un jour où, alors je me formais depuis quelques années hein, au développement personnel, et un jour j'ai senti, et vraiment c'était le ressort de l'intuition, que j'avais envie de devenir formateur dans ce domaine. Et je le ressentais en moi, et j'ai ressenti que, alors je ne sais plus dans quel ordre ça a eu lieu, ou peu importe, que finalement j'acceptais de renoncer à la reconnaissance sociale qui allait de pair avec la profession. Alors c'est très bien d'être formateur, mais dans ma famille, croyez-moi, c'est pas un sous-métier, mais pas loin. D'accord. Mon père était professeur agrégé de physiologie, détenait une chaire à l'université, dirigeait un labo de recherche à la fac, vous voyez les genres, quoi. Donc formateur, si vous voulez, c'était le petit métier, d'accord. Et donc je me souviens très bien du jour où je me suis dit, ok, tant pis, voilà, ça ne va pas plaire à papa, maman, je ne serai pas reconnu, je ne vais pas frimer auprès de mes amis, mais je sens que voilà, c'est pour moi, c'est mon job, et donc j'accepte de lâcher par rapport à l'image, par rapport à la reconnaissance paternelle, etc. Et je me souviens très très bien, vraiment comme si c'était hier, parce que je ressentais, et là c'était une intuition, hein, vraiment je ressentais qu'il fallait que j'aille dans cette direction. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé à partir du moment où vous avez décidé de devenir formateur? Il y a eu toute une période, je crois, favorable qui s'est pas encore close d'ailleurs. Bah, moi qui, pendant je sais pas, 4-5 ans où j'étais salarié, luttais en permanence, d'accord, quand on des situations qui étaient vraiment pénibles pour moi, difficiles, où rien ne marchait, j'échouais surtout, et bien là, du jour au lendemain, tout était facile. Enfin, les portes se sont ouvertes. J'ai même pas eu à chercher des contrats, etc. C'est-à-dire, voilà, j'ai un ami qui m'a dit, tiens, puisque tu m'as dit que tu voulais devenir formateur, j'en ai parlé à une formation que j'ai suivie dans ma boîte. Le formateur m'a dit que justement, ils avaient besoin de formateurs de plus en ce moment. Alors, du coup, j'ai rencontré le patron de la boîte qui m'a dit, ah ouais, je suis intéressé par votre profil, mais il faut falloir vous former, est-ce que vous n'êtes pas prêt? D'accord, donc j'ai accepté de bosser pendant 5 ou 6 mois sans être payé auprès d'eux, où j'accompagnais des formateurs, etc. Tout s'est fait super facilement. Après, j'ai fait des freelances pour eux. Après, j'ai des contrats qui me sont tombés du ciel. J'ai jamais eu besoin de lutter après. Et en fait, parce que j'avais... C'est mon interprétation. Hein. On va dire c'est une coïncidence, c'est le hasard. Mais j'avais écouté mon intuition et les choses se faisaient facilement dans la fluidité. C'est un moment de synchronicité, donc une coïncidence entre un événement et le psychisme, en fait. Est-ce que ça vous arrive souvent? En fait, à partir de ce moment-là, j'ai appris à ne plus lutter. J'ai appris à ne plus lutter. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. D'accord, parce que on peut, ou certains, en fonction de sa personnalité, peut se dire « Ok, donc dès qu'il y a un effort à faire, c'est donc pas pour moi. » Et là, on peut vite tomber dans le zapping à la première difficulté, d'accord, ou à la première porte fermée, on se dit « Ok, c'est pas pour moi, donc je fais autre chose. » Et non, je ne pense pas. C'est là, même s'il y a des choses peut-être préécrites de l'ordre de la mission, je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Même si on a un destin, on peut aussi passer à côté de son destin si on ne travaille pas pour rejoindre son destin. D'accord ? Donc c'est normal, je crois, dans la vie, de devoir travailler et affronter des difficultés. Mais ce n'est pas de l'ordre de la lutte. Vous voyez ? Et pour moi, il y a vraiment une différence. Quoi. Et oui, il y a vraiment une différence. Quoi. Bon, c'est un peu de l'ordre du ressenti, c'est difficile de mettre des mots dessus précisément. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti peut-être en publiant votre premier roman? Alors, oui, c'est-à-dire en fait ce qui s'est passé avant d'écrire mon premier roman, c'est que depuis 2 ou 3 ans au moins, j'avais envie d'écrire, mais comme je vous l'ai dit, je projetais plutôt sur les autres cette envie. Et puis quand je l'ai conscientisé, je me suis dit, oui, j'ai envie d'écrire un livre pour partager un certain nombre de choses qui me semblent utiles pour les gens. À ce moment-là, j'avais des freins du genre, je suis peut-être pas capable, hein, j'ai jamais écrit de livre de ma vie, je ne sais pas comment on fait, quoi, donc je dois pas être capable. Donc bref, je reportais, je procrastinais. Donc j'ai dû procrastiner comme ça pendant un certain temps, jusqu'en 2006. Et 2006 a été une année un peu particulière pour moi, parce que j'ai coup sur coup perdu mon père, puis mon meilleur ami. La première fille est née dans la foulée, enfin vous voyez, tout ça c'est un peu fort en émotion. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la plume.
Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Il y a quelques mois, je me suis dit, bah, finalement, c'est peut-être la conscience de ma propre mortalité, quand on est confronté à la mort, d'être proche. Et bien, du coup, on est renvoyé à sa propre mortalité, dont j'avais sans doute pas conscience jusque-là. Quand on est jeune, on pense pas à la mort, d'accord? Surtout dans notre société, où on est même dans le déni de la mort. Autrefois, les gens vivaient dans les villages, on allait le week-end entretenir les tombes des ancêtres dans les cimetières. Maintenant, c'est rare de faire ça. Et on est dans un véritable déni de la mort. On fait tout pour éviter de penser à la mort. On masque habilement les signes de vieillissement qui pourraient nous montrer ou montrer aux autres qu'on se rapproche quelque part, hein, lentement de la mort. D'accord, on est dans un déni total de la mort. Donc je pense que je l'étais aussi. Alors est-ce que c'est la perte de ses proches qui m'a amené à prendre conscience de ma mortalité et du coup m'a amené à cesser de procrastiner? C'est là quand on a conscience de sa mort. Il y a un gros avantage à cela, c'est qu'on se demande ce qu'on veut faire de sa vie, puisque du coup, elle n'est pas infinie. Et à ce moment-là, on se rend compte, et sans doute que je me suis rendu compte de ça, que les choses qui nous tiennent à cœur, il ne faut pas forcément les remettre au lendemain. Et c'est peut-être ça qui m'a amené à me jeter à l'eau. Donc j'ai écrit ce premier livre. Alors, synchronicité ou pas, je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que là aussi, ça s'est fait super facilement après. Là, j'ai trouvé un éditeur en 15 jours. Et voilà, les choses se sont faites assez naturellement. Ouais, très naturellement. Et vous n'avez pas été surpris que ça marche? Et j'ai pas du tout été surpris que ça marche. Sachant que moi, je n'aurais pas utilisé ce vocabulaire à l'époque. J'étais pas dans la notion de réussite. Mais j'ai pas fait un livre pour que ça marche. C'est pas un concept. C'était pas un coup, quoi, en l'occurrence. Mais en fait. Alors c'était peut-être, je sais pas, l'illusion du débutant, parce que je n'y connaissais absolument rien à l'époque au monde de l'édition. Mais pour moi, c'était naturel que dans la mesure où j'écrivais un livre pour les gens, bah, c'est normal que les gens le lisent. C'était aussi bête que ça, d'accord? Bon, peut-être que si on m'avait dit à l'époque, tu sais, il y a 68 000 livres qui vont être publiés en 2008 comme le tien, et le tien sera l'un des 68 000, là j'aurais peut-être relativisé un peu, et là sans doute que... Ouais, j'aurais vu les choses différemment, et peut-être d'ailleurs que ça aurait mis des freins dans mon esprit, peut-être que j'aurais développé des croyances du genre, mais ça, là pour le coup j'aurais dit ça ne marchera jamais, le livre ne trouvera jamais ses lecteurs parce que c'est impossible hein, sur 68 000, etc. Peut-être, et peut-être que d'ailleurs ça n'aurait pas fonctionné, le livre n'aurait peut-être pas trouvé ses lecteurs. Bon, moi je ne savais rien de tout ça, j'étais vraiment un candide parmi les candides, et donc pour moi c'était naturel que le livre trouve ses lecteurs, puisque... alors ça par contre c'est pas anodin, quand j'ai écrit ce livre, j'étais parfaitement aligné et sincère sur mon intention, parce que quand on écrit, et même les journalistes le savent, on peut avoir plusieurs intentions à l'esprit. On peut écrire pour apporter les choses aux autres, on peut écrire pour être fier de ce qu'on écrit, on peut écrire pour épater ses copains, ou pour avoir la reconnaissance des journalistes, d'accord, on peut avoir pour montrer qu'on a des choses intelligentes à dire, pour démontrer qu'on écrit bien, enfin, on peut avoir 15 intentions à l'esprit. Moi j'avais une intention et une seule, qui était de transmettre ce qui me semblait essentiel dans la vie. Point barre. Mais vraiment, c'était la seule. C'est la même sur le plan stylistique. Vous voyez, quand je commence chaque journée en relisant ce que j'ai écrit la veille. Eh bien, quand je relisais une phrase écrite la veille, parfois je me disais ok, elle est peut-être jolie stylistiquement parlant, mais c'est peut-être pas super clair. Et comme je veux absolument que le message passe, que ce soit compris, je réécrivais souvent au détriment du style. C'est là parfois, dans mes livres, le style est un petit peu lourd. Ça, c'est quand je veux être certain que le message va passer, je veux être certain qu'il passera auprès de 100% des gens. Donc j'avais un objectif en tête, une intention, et j'étais parfaitement aligné par rapport à cette intention. Et c'est peut-être pas anodin non plus. Et toujours est-il que donc, quand le livre a trouvé ses lecteurs, bah, j'ai trouvé ça normal. J'ai trouvé ça normal. Mais ça veut dire aussi que je n'ai pas ressenti de satisfaction particulière par rapport à cette réussite, entre guillemets. C'est-à-dire quand après les journalistes sont venus me voir, parce que j'étais évidemment l'inconnu qui débarque dans le monde de l'édition, qui vend 1 million de livres, voilà, eux ça les surprenait, donc ils attendaient de moi que je sois fier ou enthousiaste, etc. Et en fait, ça m'a presque rien fait, si vous voulez. C'est la vérité, c'est-à-dire que je n'en ai pas tiré de fierté particulière, mais je n'ai même pas ressenti cette réussite ou ce succès, si vous voulez. Je ne dirais pas que ça m'a fait ni chaud ni froid, parce que ça m'a fait plaisir quand même à un certain niveau, vous voyez, mais voilà, sans plus, honnêtement, sans plus. Le détachement que vous aviez développé à propos de l'échec, vous l'avez aussi développé sur... Oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, quand j'avais vécu ces échecs à répétition, j'ai appris à me dissocier de mes actions.
J'ai appris à cette époque-là, à 23, 25 ans, que je n'étais pas mes échecs, et de la même manière aujourd'hui, je sais que je ne suis pas mes succès littéraires. C'est moi qui écris le livre, ça c'est sûr, j'ai pas de nègre, mais je ne suis pas la réussite. Bon, puis il y a aussi le fait que je suis parfaitement lucide par rapport à ça et par rapport aux risques. Je vous ai dit que j'étais câblé pour voir les risques, donc je sais évidemment, aujourd'hui avec le recul et mes 20 années de développement personnel, que s'identifier à une réussite quelle qu'elle soit, non seulement c'est idiot, mais en plus il y a un risque énorme, évidemment. Si vous vous identifiez à la réussite, le jour où ça marche un peu moins, là, à vous les antidépresseurs. Non, il y a aussi une précaution de ma part, je pense, par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur favorisant l'intuition, ce détachement que vous avez par rapport à l'échec, par rapport à la réussite? Je sais pas. Attendez, je vais me concentrer pour être sûr de faire la réponse la plus juste possible. Peut-être parce que, je vous disais tout à l'heure, que l'intuition ne vient pas parce qu'on la désire. Il ne peut pas y avoir un objectif par rapport à ça. En fait, quand vous avez un objectif dans la vie, par exemple réussir un projet de valeur réussite, en général, ça va mobiliser votre énergie, ça va mobiliser vos ressources. Et vous allez plutôt vous concentrer, n'est-ce pas? Bien, quand vous vous concentrez sur quelque chose pour atteindre un but, à ce moment-là, à mon avis, c'est quasiment impossible d'avoir de l'intuition, parce que pour moi, l'intuition est liée à un état de détente, au contraire, de décontraction. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse avoir de l'intuition avec un objectif particulier en tête. Mais je réfléchis en parlant, d'accord? Donc, je ne théorise pas et je me trompe peut-être complètement. Mais je pense en effet que l'intuition est vraiment liée à un état de détente. Vous voyez, moi, par exemple, les intuitions, je les ai beaucoup au réveil. Voilà, quand je me réveille, quand je suis dans cet état encore un peu somnolent, où je ne suis pas complètement conscient, d'accord, et là, il y a quasiment un flot d'idées qui me viennent à ce moment-là. Donc c'est vraiment lié à un état de décontraction. Mais vous mettez beaucoup d'intention en revanche. Ce qui est vrai, c'est que quand je me couche, par exemple, parce que maintenant je sais avec l'expérience que j'ai des intuitions au réveil, donc je me couche en me disant, je ne le formule pas comme un objectif une fois de plus, mais je me prépare à accueillir les intuitions qui vont venir le lendemain matin. Donc oui, il y a une intention quelque part. Il y a une intention. Ouais. Quel rôle ce processus joue dans la création? Eh bien, en fait, pour moi, la création et la créativité ne vient pas, une fois de plus, en forçant. C'est-à-dire, il y a un lieu où les idées ne me viennent pas, c'est mon bureau. Mon bureau demeure une pièce vide. La famille l'a bien compris, ils entreposent toutes sortes de choses là. Et en fait, mon bureau, il me sert uniquement à une chose, c'est à faire le plan. C'est-à-dire, en fait, une fois que j'ai eu toutes mes idées de scène, de tout ce que vous voulez, de fond, de forme, etc., à un moment donné, il faut que j'ordonnance tout ça, pour que ça tienne la route, d'accord? Parce que mes histoires sont, vous le savez, si vous avez lu certains de mes livres, des histoires d'évolution de personnages. Donc évidemment, une évolution, il faut qu'elle soit crédible, il faut qu'il y ait une certaine logique, on n'évolue pas comme ça, d'accord? Et donc, les scènes doivent être ordonnancées de façon telle que ça forme un tout cohérent, logique. Donc ça demande un plan. C'est-à-dire la partie que j'aime le moins. Donc à un moment donné, je me retrouve avec des tas de petits bouts de papier sur lesquels j'ai noté mes idées. Donc, il y en a partout, j'ai un bureau de 3 mètres de long chez moi, donc voilà. Il faut que je mette tout ça dans l'ordre. Donc là, j'ai besoin de mon bureau. Mais c'est le seul moment, en fait. C'est le seul moment dans les 1 an et demi ou 2 ans que me prennent l'écriture d'un livre où j'ai besoin d'un bureau. Sinon, les idées ne me viennent pas à ce moment-là. Pour moi, la création, elle est liée une fois plus à un état de détente. Donc, c'est le matin au réveil, c'est en marchant dans la nature. C'est aussi, c'est un peu con de le dire, je suis désolé, c'est sous la douche. J'écris beaucoup mes livres sous la douche. J'ai une relation particulière à l'eau, et en fait, voilà, avec l'eau qui coule, j'ai un flot d'idées. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais c'est pas au bureau, en tout cas. Donc c'est pas en me forçant, vous voyez, ça marche pas. J'ai essayé des années, ça marche pas. De se mettre à un bureau, se dire, ok, maintenant, voilà, faut que les idées viennent. Non, ça marche pas. Et quel rapport est-ce que vous faites entre créativité et intuition? Bon, pour moi, c'est assez mêlé. Je ne sais pas distinguer les deux, parce qu'en fait,
telle que j'imagine l'intuition, je la vis comme une sorte de connexion à une sorte de champ, à une source, à un champ. Un peu comme s'il y avait un champ d'information auquel on peut tous avoir accès en fonction de notre état, une fois de plus. Pour moi, le mot-clé, c'est l'état. Il y a un état qui nous permet d'accéder à un champ d'information. Et ça ne se décide pas comme ça. Alors, il y a apparemment des méthodes, hein, je crois que c'est ce que fait Iris, Alexis, je ne les connais pas. Mais pour moi, c'est de l'ordre de la connexion à un champ d'information. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je ne fais pas de distinction entre intuition et créativité, parce que pour moi, les deux sont liés. C'est lié à mon métier, évidemment. Mais voilà, pour moi, la créativité, les idées ou les intuitions parviennent quand je me connecte à ce champ. Toute la question est comment s'y connecter. J'avais une autre question qui est par rapport aux livres que vous lisez. Comment est-ce que vous les choisissez ? Alors, il y a certains livres que je vais choisir de manière très très rationnelle, d'accord, parce que j'écris sur un thème, et donc je vais lire des livres qui se rapportent à ce thème, d'accord, je fais un travail de recherche, entre guillemets, pour me nourrir, m'apporter des informations dont je vais avoir besoin. Mais la plupart des livres, quand je dis la plupart, c'est au moins 90% des livres que je lis, sont le fruit d'un choix intuitif, et à deux niveaux. C'est intuitif au moment de l'achat du livre, c'est-à-dire en fait j'achète mes livres uniquement, mais vraiment uniquement par intuition. Enfin je dis intuition, je ne sais pas si c'est des vraies intuitions, en tout cas c'est pas forcément associé, comme je le disais tout à l'heure, à une sensation, mais en tout cas c'est au feeling. Je sens que j'ai envie de lire ce livre, donc j'achète. Ça peut être parce que j'en entends parler à la radio, ça peut être que je lis un article dessus dans la presse, ou ça peut être, peut-être même le plus souvent, parce que je me balade dans une librairie et que je tombe sur un livre et je me dis, ouais, voilà, celui-là j'ai envie de le lire. C'est aussi bête que ça. D'accord ? Donc c'est plus du ressort, en tout cas de l'intuition, que de la décision, pour 90% des livres que je lis. Mais c'est pas parce que j'achète un livre que je le lis immédiatement. C'est-à-dire, j'achète et je stocke. Quand j'ai des bibliothèques partout chez moi, il y a plein de livres, enfin, pareil, on achète plein de livres, et je ne décide pas à l'avance quand est-ce que je vais le lire. C'est-à-dire, en fait, je crois que je n'ai jamais lu un livre que je venais d'acheter. Voilà, je le mets dans un coin, et je lis. Ah, si je devais faire une moyenne, je vous dirais que je lis les livres en moyenne 8 ou 10 ans après les avoir achetés. Je lis aucun livre à la mode, en fait. Vraiment. Mais à un moment donné, je sais que c'est ce livre-là qu'il faut que je lise. Donc je pense que c'est l'ordre de l'intuition. C'est ce livre-là qui vous nourrit à ce moment-là pour créer tel personnage, pour... Oui, mais j'ai pas un but en tête, hein, une fois de plus. C'est que j'ai envie de lire ce livre où je sens que voilà, c'est celui-là que je lis. Oui. Est-ce que vous avez dit une fois que lorsque vous relisez ce que vous avez écrit la veille, vous avez parfois le sentiment de découvrir quelque chose, que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette sensation? D'où est-ce qu'elle vient? Alors ça me surprend moins maintenant, j'ai plus l'habitude. Ça me surprenait beaucoup au début, donc quand j'ai écrit L'homme qui voulait être heureux. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, je commence chaque journée en relisant ce que j'ai écrit la veille, puis je corrige, je réécris, etc. Et en fait, au début, ça me faisait très 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 bizarre, parce que ce que je lisais, j'étais presque convaincu que c'était pas moi qui l'avais écrit. Mais vraiment. Et ça me donnait un sentiment étrange, parce que bon, je savais que personne d'autre l'avait écrit, quoi, mais voilà, j'ai pas de nez, je vous l'ai dit. Mais néanmoins, enfin, j'avais pas l'impression de reconnaître mes mots, quoi. C'est une sensation très bizarre, quoi. Très bizarre, et c'était très surprenant pour moi. Et puis voilà, à force, je me suis habitué avec les années, quoi. Mais c'était très étrange au début, très étrange. C'est l'état dans lequel vous écrivez Je sais pas. C'est-à-dire que je comprends pas votre question. Vous dites souvent que vous êtes un rêveur éveillé, que vous faites beaucoup de choses en semi-hypnose. Oui. Est-ce que c'est l'état dans lequel vous écrivez qui peut-être explique cette... Oui, sans doute, oui. Ouais. Alors, bon, je suis par nature un grand rêveur, d'accord. On m'a souvent reproché à l'école ou ailleurs. Ma femme aussi. Écoute-moi quand je te parle. Bon, ça s'est accentué avec mon métier, c'est là évidemment. C'est là maintenant, c'est presque une nécessité, si vous voulez, parce que j'ai assez vite compris, je vous l'ai dit, que mes idées me venaient quand j'étais dans cet état de décontraction, de rêverie, de semi-hypnose. Donc maintenant, je m'autorise beaucoup plus qu'avant à glisser dans cet état. Donc, je passe
Alors, en ce moment, par exemple, je suis reparti à nouveau sur une idée de livre qui m'enthousiasme beaucoup. Honnêtement, je passe, et j'en suis pas fier, hein, je vous dirai pourquoi après, mais je passe 80-90% de mes journées voilà, en semi-hypnose, en rêverie. Je suis pas là, quoi. Vous voyez, mais je suis pas là. Là, à l'instant où je vous parle, si je suis pas dans mon lit, je suis avec vous. Mais le reste du temps, honnêtement, voilà, mes enfants me parlent, ma femme me parle, et elle le sait d'ailleurs, maintenant elle m'en veut plus. Ouais. Sauf par moment, mais voilà, je suis pas présent. Quand je dis j'en suis pas fier, je suis pas fier pourquoi? Parce que je sais que la vie et le bonheur, notamment, c'est justement d'être dans l'être. Je le disais tout à l'heure, le bonheur pour moi, c'est un équilibre entre être et faire. Je vous ai parlé du faire, je ne vous ai pas parlé de l'être. Ben, l'être, c'est être dans l'instant présent, comme dirait Eckhart Tolle, d'accord? C'est être pleinement ancré à ici et maintenant. Pas à ressasser le passé, pas à se projeter dans le futur, ce que je ferai demain, aux prochaines vacances, c'est là, maintenant, être là tout de suite et savourer l'instant présent. Réaliser à quel point il est merveilleux, il est inouï, à quel point c'est fabuleux de simplement d'être en vie, de respirer, d'être en relation avec les autres. C'est ça la vie, c'est là maintenant, tout de suite. C'est pas demain, c'est même pas dans une seconde, c'est là maintenant, tout de suite, d'accord? Donc évidemment, quand je suis en semi-hypnose, bah, je suis plus là. Je sais pas où je suis, mais je suis plus là. Donc quand je suis comme ça en période d'écriture, voilà, je suis 80% de mon temps voilà, ailleurs. J'allais vous demander si vous méditez, mais... Je médite un peu et en même temps, en termes de développement personnel et d'équilibre personnel, je sais bien que ce n'est pas ce dont j'ai besoin. J'ai plus besoin de m'ancrer dans la matière, dans le sol. Je suis très aérien, je suis très, très rêveur. Donc voilà, moi ce qui me fait du bien, c'est plutôt des choses comme certaines pratiques sportives, même si je déteste le sport. Mais, normal, plus, je suis aérien. Mais des choses comme le Qigong, où j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du judo, j'ai arrêté parce que j'avais peur. J'avais peur qu'il m'arrive vraiment un sale accident. J'étais témoin d'un accident pas cool. Et je me suis dit, ok, à 48 ans, si je me pète un genou, je vais boiter toute ma vie. J'ai pas vraiment envie de ça. Parce que je marche beaucoup dans la nature tous les jours. Donc j'ai arrêté pour cette raison. Mais j'adorais le judo. Parce que le judo, pour gagner un combat, il faut être ancré. En fait, c'est celui qui est le plus ancré qui gagne. Donc j'ai appris au judo ce que c'était que être ancré dans la terre, quoi. Et c'était une sensation extraordinaire pour moi qui suis dans les airs en permanence. Vous voyez. Donc voilà, pour répondre à votre question, j'ai plutôt besoin de ce qui va m'ancrer dans la matière, parce que sinon j'y suis pas. Comment voyez-vous la conscience? Vous avez parlé d'un champ d'information auquel on se connecte. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à ce thème? La conscience, oui. La conscience. Comment je vois la conscience? Les scientifiques disent que la conscience se situe plutôt dans le cerveau, qu'elle a émergé par le développement de la complexité. D'accord? Hein, vous savez, l'univers s'est créé en s'étendant. Il s'étend toujours d'ailleurs, et en s'étendant, il s'est refroidi, c'est ça que disent les astrophysiciens. Et apparemment, c'est le refroidissement qui a permis l'émergence de la complexité sur Terre. Et cette émergence dans nos neurones, notamment, en se développant, les champs neuronaux devenant de plus en plus complexes, selon eux, ça a permis une émergence de la conscience. La conscience serait émergée de l'accroissement de la complexité des champs neuronaux. Ça, c'est la vision des scientifiques. Je ne la remets pas en question, mais, plutôt que j'ai une vision peut-être un peu plus bouddhiste sur ce plan-là, de la conscience. Là, j'ai un peu le sentiment, j'ai envie de croire que la conscience existe indépendamment de la matière. Peut-être même qu'elle a précédé la matière. J'ai un peu envie de croire cela. Alors vous me direz, c'est peut-être parce que depuis que j'ai conscience de ma mortalité, j'ai envie de croire que ma conscience continuera d'exister après la mort de mon corps physique. Oui, peut-être. Mais je le pense vraiment, je le pense pas, je le crois, je le sens quelque part, je pense. Quelle est votre conception du lien? Le lien occupe une place très importante dans votre dernier roman. Oui. C'est le personnage de Jonathan passe son temps à essayer de créer du lien, visible ou invisible. Et quelle est votre conception du lien? À quel point est-ce important? Eh bien, je pense que l'être humain est un être de lien, dans le sens où nous sommes reliés aux autres. Et vous voyez d'ailleurs par rapport au développement personnel et la recherche de bonheur, je pense qu'il serait vain de chercher à être heureux seul dans son coin. Je pense que c'est impossible. L'être humain est un être de lien, et le bonheur se trouve notamment dans le lien aux autres.
je pense pas voilà, qu'on puisse s'exclure et aller s'isoler dans une île déserte et devenir heureux. Je pense pas que ce soit possible. Et je me suis intéressé pour ce livre à des expériences scientifiques, pour le coup, qui ont été menées par des gens comme Rupert Sheldrake, qui est un Anglais qui bosse à l'université de Cambridge et qui s'est intéressé à des expériences plutôt délaissées par la science, et notamment à des phénomènes tels que les transmissions de pensée, tels que le sentiment que quelqu'un vous regarde alors que vous tournez le dos, d'accord ? Et il a montré que de tels phénomènes existaient réellement. Alors, il n'a pas pu démontrer comment ça marche, c'est un peu frustrant, j'imagine, pour un scientifique. Donc il fait des hypothèses par rapport à ça. Son hypothèse à lui, c'est l'existence de ce qu'il a appelé un champ morphique ou morphogénétique qui relierait des personnes à partir du moment où ils se sont rencontrés une fois dans leur vie. Et ce serait un lien qui perdurerait comme ça à vie. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi mon copain qui habite San Francisco voilà, m'appelle et je sens qu'il va m'appeler, parce qu'il y aurait un champ morphique entre nous. Allez savoir. En tout cas, il a prouvé scientifiquement que les transmissions de pensée existaient, donc la télépathie ça marche quelque part. Il a prouvé que les animaux étaient capables en effet de prédire le retour de leur maître à la maison. Il a fait des expériences assez poussées pour prouver que ce n'était pas juste une ouïe développée ou un odorat ou je ne sais quoi encore. Expérience vraiment intéressante, j'ai eu l'occasion de rencontrer Sheldrake à 2 reprises. Et donc voilà, l'être humain est un être de lien. Et je pense même qu'on ne peut pas vivre sans lien. Vous savez, il y avait cette expérience abominable qui était menée en Roumanie sous je ne sais plus quel empereur, où des enfants dans un orphelinat avaient été élevés par des nourrices qui avaient une mission très stricte qui était de ne pas avoir de lien affectif avec les enfants. Ils devaient juste répondre à leurs besoins physiologiques, de leur donner à boire, les nourrir et assurer leur hygiène. Mais aucun lien intellectuel de la regarder dans les yeux, les prendre dans les bras, etc. Et en fait, ils sont tous morts. C'est abominable. Hein. Mais on répondait à leurs besoins physiologiques. Mais il n'y avait pas de lien, ils sont morts. Autre question, vous parlez beaucoup du changement de paradigme, du fait qu'on entre dans une ère où la conscience prend plus d'importance, oui. On devient plus conscient des choses. Quel rôle, à votre avis, l'intuition a joué dans ce changement ? Je sais. Je sais pas. Une fois que je dis je sais pas, il faut que le son soit amplifié. C'est vrai, c'est quand même. Non, je sais pas quel rôle l'intuition peut jouer dans le changement de paradigme. Pour moi, le changement de paradigme est lié à un éveil des consciences. Alors, il y a un lien sans doute entre l'éveil des consciences et une certaine forme d'intuition. Et comme vous, Virginie, d'ailleurs, je crois pouvoir constater cet éveil des consciences un peu partout dans le monde. En plus, on nous dit ce qui ne va pas, on nous parle de terrorisme, de la crise économique et tout, et c'est vrai qu'il y a ça, mais il y a aussi un éveil des consciences. Et partout, et dans tous les pays du monde, même les pays moins développés économiquement, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a des initiatives individuelles, il y a des initiatives associatives, il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se passer. Vous voyez, de créer des envies, des émulations, etc. Donc c'est appelé le changement s'accélère. C'est peut-être ce qui caractérise l'histoire d'ailleurs de l'humanité, c'est que l'histoire s'accélère, le changement s'accélère, l'évolution s'accélère, et l'évolution positive. Alors ok, il y a encore du mal sur Terre, etc. Oui, mais globalement, ça va mieux, moi je dirais. Hein, on est plus en paix en 2015 qu'en 1915, au niveau de la surface du globe. Vraiment. Il y a plein de choses qui vont mieux. Moi, mes seules angoisses, je dirais, sont par rapport à l'état de la planète, par rapport à l'environnement, où là j'ai de sérieuses inquiétudes, mais j'espère, là encore, qu'il y aura un éveil des consciences suffisamment tôt pour qu'on puisse changer nos comportements et donc sauver la planète, quelque part. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on va droit vers notre autodestruction, et que certains scientifiques disent même que ça pourrait avoir lieu au XXIe siècle. Vous voyez, il y a vraiment le feu, la maison brûle, comme disait Chirac à l'époque, même s'il n'a pas fait grand-chose pour éteindre l'incendie, quand même. Mais la maison brûle vraiment, quoi. Mais moi, je veux être positif, je veux être optimiste, donc je veux croire qu'il y aura un éveil des consciences. Et ce qui est sûr, c'est que, puisqu'on en parle, je ne pense pas que ça vienne de nos gouvernements ou d'un dirigeant quelconque, je pense que ça viendra de nous. Ça viendra de nous, voyez-vous. Mon vétérinaire a une formule que j'emprunte parce que je l'aime beaucoup. Il dit quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Et c'est vrai. Et il y a vraiment une question de conscience. La conscience, parce que
quand on va, je sais pas, au supermarché, qu'on achète un produit, on ne réalise pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est par l'éveil de conscience, là aussi, que les choses changeront, quand on comprendra ce que cela implique, quand on comprendra, vous voyez, dans quelles conditions tel animal a été tué, ou dans quelles conditions ça a été produit, ou d'où vient ce produit, et donc à quel point on a brûlé du pétrole pour qu'il vienne jusqu'à nous, etc. Cette prise de conscience va forcément nous amener à changer nos comportements, à prendre des décisions. Et c'est ça qui sauvera le monde, c'est ça qui sauvera la planète, c'est nos comportements individuels. Vous savez, les entreprises, tout comme les politiques, ne font que suivre ce que font les gens, en fait. Les hommes politiques suivent l'opinion, c'est pour ça qu'ils font autant de sondages, et les chefs d'entreprise, ils essaient de nous influencer, mais ils vont aussi dans le sens de nos attentes. Les partenaires eux-mêmes changeront. Tout changera le jour où nous changerons nos micro-décisions individuelles. C'est comme ça qu'on va changer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Comment il s'appelle Robert machin? Robert Sheldrake. Sheldrake. Merci. Oui. J'ai lu vos 3 premiers romans et j'ai vu le dernier et j'ai senti une différence dans l'écriture. Est-ce que je me trompe? Oui, sans doute, parce que... Il y a pas je sais pas, c'est comme un peu plus enfant le dernier livre. Un peu plus? Un peu plus enfant. Un peu plus enfant. Il y a moins comment je pourrais dire? Il y a moins d'adjectifs, il y a quelques clichés, des trucs que je ne retrouvais pas dans les premiers livres. Et j'avais vraiment l'impression que c'était pas lui qui l'avait écrit à ce point. D'accord, ok. Bon, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas statique. D'accord, donc j'évolue. Pas forcément dans le bon sens, mais j'évolue. Non, c'est mauvais, c'est simplement que je voyais une différence. Oui, d'accord. J'évolue, d'accord. Donc forcément, mon écriture évolue. Tout comme évoluent les sujets qui m'intéressent. Par exemple, aujourd'hui, je sais que je n'écrirai pas mes premiers livres comme je les ai écrits, forcément. D'accord. J'ai évolué aussi sur ma vision des choses, ou sur les messages qui me semblent utiles dans la vie. J'ai évolué aussi dans ma vision du bonheur. Voilà, alors maintenant, ce que vous dites sur le style, je ne sais pas, si vous le dites, c'est sur le devoir. Oui. Moi, j'ai une question par rapport à le regard de vos parents quand vous avez décidé de changer de voie. Qu'est-ce qu'ils ont, comment ils ont réagi et comment vous avez fait face à finalement leur regard qui était forcément négatif par rapport à la voie que vous choisissiez. J'ai pas vu de jugement ni même d'évaluation dans leurs yeux. Peut-être déjà parce que je n'en cherchais pas, je ne m'attendais pas, j'avais pas d'espoir de voir des choses positives. Mais peut-être aussi parce que j'imagine, même s'ils ne me le disaient pas, parce qu'on ne se disait rien, ils ne savaient pas que j'étais en dépression, je le leur cachais, ou alors ils le savaient, mais ils avaient la pudeur de ne pas m'en parler. Oui, c'était un peu le royaume du non-dit des deux côtés. Donc ils ne m'ont rien dit, mais peut-être qu'ils étaient soulagés de voir que j'avais enfin trouvé une voie, même si voilà, c'est pas ce qu'ils espéraient ou attendaient. Je pense qu'ils devaient voir quand même que j'allais pas bien depuis quelques années. J'imagine qu'ils le sentaient quelque part. Donc voilà, moi j'ai rien perçu, j'ai pas eu de retour par rapport à ça. Oui. J'ai une question sur les outils, si vous utilisez les outils pour écrire des personnages, notamment je pensais à l'énéagramme. D'accord. Alors je n'utilise pas d'outils, maintenant je connais le modèle de l'énéagramme, que je trouve d'ailleurs très très intéressant. Enfin en tout cas quand on l'étudie dans sa complexité. C'est un outil qui est extraordinairement complexe, c'est un outil de typologie de personnalité, d'accord. Mais si on s'en tient aux 9 types tels qu'ils sont présentés, vous voyez, soit dans des bouquins d'initiation, soit dans des stages de base, d'initiation, c'est pas super intéressant, voire même c'est dangereux, ça peut amener à mettre les gens dans les cases, quoi. Maintenant, quand on connaît toute la complexité du modèle, voilà, on aperçoit aussi toute la subtilité, toute la finesse, et c'est un outil que j'aime beaucoup. Mais je n'utilise pas plus celui-là que d'autres dans la création de mes personnages, en fait, parce que mes personnages, ils apparaissent progressivement. C'est-à-dire quand j'écris, mais c'est vrai pour les personnages, c'est vrai aussi pour les scènes, c'est un peu comme une espèce de kaléidoscope dans lequel il y aurait toutes les scènes que j'ai imaginées, et puis des personnages, mais c'est flou. Et plus ça avance, plus ça devient net.
mais ça ne devient pas net d'un seul coup. Ça parle en toutes les directions au niveau de mes idées, mais j'ai parfois des idées qui sont super précises, où je vais avoir un morceau de scène, ou même des répliques très très précises, puis tout le reste est flou. Et puis petit à petit, ça devient net en fait. Donc ça demande du temps, mais voilà, chaque scène, chaque personnage devient de plus en plus net. Donc un personnage au début, ça va être juste une personne, un homme, une femme, et puis voilà, 2-3 choses, une préoccupation, et puis petit à petit, je vais savoir de plus en plus de choses sur lui ou sur elle. Et ça vient progressivement, et l'image devient de plus en plus nette. Mais il y en a partout, vous voyez, des images, des personnages, des scènes et tout. Donc je n'utilise pas de modèle pour typer des personnages. Oui. Alors j'avais une question par rapport à votre rapport avec vos enfants. Est-ce qu'ils ont lu vos livres? Ils ont l'air d'être un peu petits, mais est-ce qu'il y a des histoires que vous avez... Enfin, est-ce que l'enrichissement que vous avez mis dans vos livres, vous le mettez aussi dans votre pédagogie par rapport à eux? Alors non, ils n'ont pas lu mes livres parce que mes filles ont 8 ans et 5 ans et demi, bientôt 6, quoi, donc c'est un peu jeune. À votre deuxième question, la réponse est oui, c'est là évidemment, mais comme tous les parents, hein, je me pose beaucoup de questions, et on les pose aussi, hein, sur l'éducation de nos enfants. Et évidemment, comme tous les parents, on veut bien faire, on aimerait leur donner une éducation parfaite, même si ça n'existe pas. Donc on n'est pas les parents parfaits. Par contre, on se pose beaucoup de questions sur ce que l'on induit en nos enfants. Et souvent à notre dépens d'ailleurs. Vous voyez, par exemple, parce que moi je parle du principe qu'il n'y a aucun comportement parfait. Il n'y a aucun, et même mieux, il n'y a aucun comportement, aucune parole qui ne soit que positive. Je vais vous donner un exemple très concret concernant l'éducation des enfants. Je valorise beaucoup la confiance en soi et l'estime de soi. Peut-être parce que c'est ce qui me faisait terriblement défaut il y a 20 ans, d'accord. Donc ça veut dire que dans l'éducation de nos filles, et ma femme le valorise ici comme moi, dans l'éducation de nos filles, on attache de l'importance au fait de valoriser qui elles sont, d'accord. Ça veut dire les complimenter concrètement. Et donc on a eu tendance depuis leur naissance à beaucoup les complimenter pour tout, pas seulement pour ce qu'elles font, d'accord, pour ce qu'elles réussissent, mais aussi pour qui elles sont. On n'hésite pas à leur dire ce qu'on ressent pour elles, voilà. Donc on les complimente beaucoup. Et puis très récemment, j'ai réalisé un truc qui m'a un peu glacé. J'ai réalisé que mes filles, toutes les deux, évitaient soigneusement les actions, que ce soit dans les loisirs ou autres, qui pouvaient potentiellement les amener à l'échec. Et j'ai réalisé qu'en fait, elles étaient en train de s'identifier à la réussite. J'en ai parlé tout à l'heure. Et oui, parce qu'évidemment, elles sont complimentées. Elles sont complimentées, donc, alors elles ont l'estime de soi, elles en ont. D'accord. Mais du coup, c'est-à-dire en fait, elles veulent rester dans cette réussite. Sauf qu'évidemment, dans la vie et dans l'apprentissage, et surtout quand on est enfant, il faut accepter d'échouer. Et puis l'échec est super utile dans la vie. Moi, je vous ai dit que j'avais vécu des échecs. J'ai vécu beaucoup d'échecs. Et ça m'a nourri. Ça m'a nourri. Alors, ça m'a cassé le moral aussi à un certain moment. Mais en même temps, c'est aussi grâce à ces échecs que j'ai compris ce pourquoi j'étais fait. Ça m'a toujours beaucoup nourri. Et même après, d'ailleurs, même quand j'ai trouvé ma voie, il y a des choses que j'ai échoué, qui m'ont permis de comprendre des choses. Parfois, l'échec vous apprend que vous n'avez pas assez travaillé, c'est bon à savoir. Oui, il vous apprend que vous avez encore besoin d'apprendre certaines choses, et c'est bon à savoir aussi. C'est très utile l'échec. Et j'ai réalisé que mes filles évitaient soigneusement l'échec. D'accord. Donc quand il y avait quelque chose qui promettait d'être un peu difficile, qu'elles ne réussiraient donc pas immédiatement, eh bien elles l'évitaient. D'accord. Donc étant conscient de ça, maintenant on leur apprend à accepter les difficultés, à accepter de ne pas réussir tout de suite, donc à accepter d'échouer. Donc en fait, dans notre éducation, on essaie d'être conscient de ce qu'on induit, sachant qu'on ne peut pas être conscient de tout, et que voilà, on va forcément induire des choses qui ne seront pas positives, et forcément, elles iront aussi voir un psy un jour, dire à quel point papa et maman ont vraiment induit des choses problématiques, et voilà. Question qui n'a rien à voir. Dans les vieux voyages incognito, il y a comme des exercices entre guillemets, vous allez dans la boulangerie, etc. Machin. Ouais. Est-ce que quand vous faisiez votre développement personnel, vous avez fait pour vous-même cela, enfin, ce métier dans le... Pas cela sont vraiment fruits de mon imagination. Donc, par contre, ce qui est vrai, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait pas mal de peur au cœur du fonctionnement de ma personnalité, d'accord. Il n'y a pas que de la peur, c'est-à-dire je ne suis pas que phobique. Je suis phobique contre phobique, d'accord, dans ma personnalité. Ça veut dire qu'à la fois j'ai des peurs et en même temps j'aime bien jouer avec mes peurs.
quand je dis j'aime bien, c'est j'ai un certain plaisir à aller vers ce qui me fait peur pour dépasser ma peur. D'accord. Par exemple, j'avais le vertige, j'ai fait du parapente. J'ai été maladivement timide, j'ai fait du théâtre et même de l'improvisation théâtrale, ce qui est quand même ce qui est plus flippant quand on est timide, parce qu'on ne peut même pas se rapprocher un texte, d'accord. Et j'ai plaisir à jouer avec mes peurs. Et donc, ah oui, donc par rapport à Dieu voyage toujours incognito, ah oui, en fait, dans Dieu voyage toujours incognito, le personnage est une sorte de mentor qui exige de lui, l'intrigue fait que c'est un ordre en fait, qui exige de lui, qui se jette à l'eau et qui affronte ses peurs pour les dominer, d'accord. Donc ça c'est le pitch, parce que le personnage lui est très phobique et donc il l'amène, il l'oblige à devenir un peu contre-phobique en jetant à l'eau. Entre parenthèses, c'est pas forcément une bonne thérapie pour tout le monde. Parce que quand on se jette à l'eau, ça passe ou ça casse. D'accord. Merci. Oui. Donc moi, je voudrais vous remercier, d'accord, parce que c'est grâce à votre livre, Et Dieu voyage toujours incognito. J'ai eu un changement radical dans ma vie. Donc j'étais au Maroc, une vie, à 40 ans, à l'âge de 40 ans, une vie normale, une mari, un bon sang, un bon travail, neurophysiologue, très cartésienne et tout ça. Et à un moment donné, j'ai eu énormément de problèmes. 2014, c'était une année chaotique pour moi, sur tous les niveaux. Et on m'offre ce livre. Et un paragraphe qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il ne faut pas se lamenter sur son sort, en fait, et que parfois la vie nous donne des cadeaux qui sont, en fait, dans... il faut bien les regarder, en fait, le paragraphe où on pense que c'est des sorcières, en fait. Mais en fait, il faut bien voir le message. Et donc, c'était un message, j'étais en limite dépression. Et ce paragraphe m'a beaucoup marqué, donc je l'ai écrit et j'ai envoyé des SMS partout à mes amis, tout ça au Maroc, des médecins et tout ça. J'ai bien travaillé et du coup, grâce à ce livre, je vous dis vraiment la vérité, ça, grâce à ma copine qui est à côté, donc j'ai complètement changé, donc j'ai divorcé, j'ai changé de... j'ai changé de travail et là, oui, je suis en France, je fais de la sophrologie et je suis la plus épanouie voilà, du monde, comme ça, voilà. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. Donc on m'a offert ce livre et du coup j'ai lu tous vos livres et c'est pour ça que je suis là grâce à ma copine qui m'a dit voilà monsieur Laurent Goulet et je suis très ravie que je partage avec vous tout ça. Et en parlant de l'intuition, j'ai eu un exemple récemment où justement je suis venue, après la lecture de votre livre, je suis venue en France et il y avait justement, comme vous avez dit tout à l'heure, c'était viscéral. Donc je suis arrivée à l'institut où il y a mes collègues, elles sont témoins, et c'était un groupe de 20. Et donc moi j'étais persuadée que j'allais être acceptée dans cet institut. Et la directrice me disait non, c'est pas possible, désolée, vous êtes... Et moi, je ne voulais pas décoller de son bureau, parce que pour moi, j'étais sûre que c'était ce groupe-là que je voulais. Et elle m'a dit, écoutez, désolée, peut-être pour un autre... Mais je ne sais pas, c'était une intuition. Et même pas, je vous assure, 5 minutes, elle en est témoin, 5 minutes, il y a quelqu'un qui appelle et qui se désiste. Bravo. Oui. J'ai une question encore. En fait, je me dis, en vous écoutant, vous semblez être quelqu'un de très nourri, assez nourri de toutes ces choses. Et aujourd'hui, je me pose cette question, il y a comme une espèce d'accomplissement. Qu'est-ce qui fait que vous avez encore des... c'est quoi vos objectifs? Comment vous faites pour vous nourrir à nouveau? Et de quoi vous avez envie? Et voilà, c'est ça. Ah ouais, j'ai pas d'objectif, d'accord, si ce n'est de continuer d'exprimer ce qui me semble être ma mission. Et quand je dis ça, j'ai pas de certitude par rapport à l'avenir. Ce que j'ai appris dans la vie, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est justement d'écouter mon intuition, parce que mon intériorité, d'accord. Peut-être qu'un jour, je ressentirai, j'ai déjà changé de métier plusieurs fois, peut-être qu'un jour je ressentirai que je suis appelé vers autre chose. Et ce qui est certain, c'est que je suivrai à ce moment-là cette intuition. Ça, c'est sûr. Pour répondre à votre deuxième question, comment je me nourris,
En fait, je me considère toujours sur un chemin, si vous voulez. C'est-à-dire, pour moi, on appelle ça comme on veut, une recherche de sagesse, recherche de vérité, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas arrivé, quoi. D'accord, je ne suis pas arrivé au bout. C'est le travail d'une vie. Et puis sans doute, d'ailleurs, que je ne connaîtrais pas l'éveil comme un Gandhi ou voilà, un Bouddha dans cette vie-là. Enfin, si, j'en ai plusieurs, d'ailleurs, parce que voilà, c'est très très rare, vous voyez. Et peu importe, je dirais. D'ailleurs, par rapport à ça, je dirais que... Enfin, moi, je valorise l'évolution, hein, vous le savez. Et l'évolution en soi m'apporte beaucoup de satisfaction. Pour parler vulgairement, je suis mieux dans mes baskets aujourd'hui qu'il y a 20 ans, d'accord ? Et chaque jour, j'ai envie de dire, chaque jour, je me sens mieux que la veille, quelque part. C'est-à-dire, même si je n'ai pas la certitude de parvenir à me libérer totalement comme un Bouddha, j'ai envie de dire, peu importe. De toute façon, cette évolution est positive. Donc je continue de m'en nourrir. Et comment ? Beaucoup par mes lectures. Je continue de lire beaucoup. Grosso modo, je lis moitié de romans, parce que je continue d'adorer ça, et moitié d'essais, d'accord, de livres, de philosophie, tout ce que vous voulez. Donc je continue de me nourrir par ce biais-là. Je suis beaucoup moins de formation maintenant, voire plus du tout, parce que ça devient un peu compliqué. Quand j'arrive dans un groupe, voilà, après j'ai du mal à avoir juste le rôle du participant, c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais voilà. Et surtout, en fait, j'ai découvert, il y a quelques années de ça, une autre façon d'apprendre. J'ai découvert que la vie se charge de mettre sur nos chemins, je pense pouvoir généraliser, ce dont on a besoin pour éveiller nos consciences. Et notamment, vous savez, tous ces petits coups durs, ou tous ces événements, on étiquette un peu rapidement coups durs, ou problèmes, ou crises dans nos vies. Pour moi, ils ont une fonction qui est précisément de contribuer à notre éveil. Donc là où avant, quand j'avais une difficulté, ou y compris des bêtises matérielles, genre une fuite d'eau, vous voyez, ce qui autrefois, il y a peut-être 10 ans, me mettait encore hors de moi, quoi. Et bien aujourd'hui, ma réaction est tout autre. C'est là, je vais me dire, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation ? Et dans chaque situation, on a des choses à apprendre. Et à ce moment-là, la vie devient un jeu aussi. Vous voyez, la relation qu'on a à ces événements que je vivais, moi personnellement, problématique avant, le fait de la vivre différemment parce que je cherche ce que je peux en apprendre, déjà en soi c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus sain, évidemment. Je ne suis plus dans la lutte ou dans une position de victime en disant « Ah, pourquoi ça me tombe dessus ?» Vous voyez, je le vois presque comme un cadeau, en effet, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation ? Mais je ne suis pas un sage, donc n'imaginez pas non plus que je reste zen en permanence quoi qu'il arrive. Hein. Okay, il m'arrive quand même de râler ou d'être décentré. Okay. Ouais, moi, c'est pas une question, c'est plutôt un partage, puisqu'on parlait de la méditation il y a 2 minutes. Vous disiez que, il y a quelque temps, vous disiez que vous aviez plutôt besoin de vous ancrer et que vous n'étiez pas... La méditation, moi je pratique la méditation de pleine conscience. D'accord, donc ça aide à... Et voilà, et pour le coup, c'est vraiment un ancrage et on n'est pas du tout, c'est le retour dans le moment présent. Voilà. Tout à fait, complètement, tout à fait, c'est vrai. J'espérais partager quelque chose. Vous avez raison de préciser, complètement. J'ai encore une question. Dans Le Philosophe, qui n'était pas sage, à un moment donné, les personnages, ils sont connectés avec tout ce qui l'entoure, etc. Et de toute façon, c'est ce que je veux dire. Et vous, ça vous est déjà arrivé justement de ressentir ce qu'il a ressenti? Enfin, je pense que oui, mais dans quel contexte en fait? En fait, c'est dans la nature. La nature joue un rôle très important pour moi. Je vais tous les jours marcher là dans la nature. Une nature relative, c'est pas une nature sauvage, parce que je vis en région parisienne, mais dans un endroit où il y a un lieu de nature de 180 hectares, donc assez grand, d'accord, où on peut oublier la ville, en fait. Et un lieu de nature sauvage, c'est pas le jardin à la française. Et en fait, quand je suis dans la nature, je me sens vraiment connecté à ce que les Indiens d'Amérique appellent le grand tout, d'accord ? C'est-à-dire, en fait, je sens tout simplement que j'appartiens à la biosphère, comme dirait Edgar Morin. C'est-à-dire que l'homme moderne occidental a cru qu'il était en dehors de la biosphère, qu'il était au-dessus de tous les autres êtres vivants. C'est pour ça qu'il s'autorise à exploiter la nature, à la détruire, d'accord ? Alors qu'en fait, l'homme est un élément de la biosphère. Et on risque de le savoir le jour où il n'y aura plus de biosphère, parce qu'on ne pourra plus vivre l'instant, d'accord ? Et moi, quand je suis dans la nature, je réalise que je suis un élément. J'allais dire, je ne suis qu'un élément de la biosphère. Et en fait, il y a une forme d'oubli de soi pour moi dans la nature, mais dans le sens positif du terme. Pas parce que j'enterre mes problèmes, parce que je réalise que je ne suis pas ce qui est le plus important au monde.
Oui, j'appartiens à quelque chose qui me dépasse. Et c'est super agréable, en fait. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur le choc de vos 23 ans et sur les outils qui vous ont amené vers là où vous êtes maintenant? Enfin, comment en fait vous avez pu, vous dites que ça n'avait pas de sens le métier que vous exerciez, donc la finance ou la comptabilité, enfin je ne sais pas exactement ce que vous faisiez. Comment vous avez su ou pu avoir des outils d'analyse psychologique, d'analyse de communication, à part les rencontres que vous avez faites et évidemment la formation? Eh bien, en fait, moi, le point d'entrée pour moi, c'était la lecture, les livres. Hein, c'était ce qui y avait de moins impliquant, donc ça m'allait très bien. Donc j'ai commencé à lire des livres. Le premier livre que j'ai lu en développement personnel, de mémoire, c'est un livre de PNL. D'accord. Qui m'a vraiment intéressé, du coup j'en ai acheté un deuxième, puis un troisième, puis 15, 20 ou 30, je ne sais plus. Et puis après, voilà, j'ai lu des livres d'analyse transactionnelle. J'ai visité à peu près toutes les écoles de pensée accessibles. Et puis ensuite, j'ai désiré me former, ça c'est l'étape d'après. J'ai suivi des séminaires, des séminaires d'AT, des séminaires de PNL, des séminaires d'énéagramme, des séminaires de spirale dynamique, de tas de choses, d'hypnose. Ah oui, d'ailleurs, j'ai des choses intéressantes à raconter en relation à l'intuition, si vous voulez, Virginie, après sur l'hypnose. Donc j'ai suivi des séminaires, en fait, concrètement. Pas mal en France, beaucoup aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est quand même là-bas qu'il se passe beaucoup de choses. En France, longtemps, beaucoup moins maintenant, mais longtemps on était scotché sur la psychanalyse, peut-être parce que c'est européen, ce qui est très intéressant, je trouve ça brillant intellectuellement, la psychanalyse. Bon, moi j'étais à la recherche à l'époque de choses plutôt concrètes et utilisables assez rapidement, d'accord, donc j'avais pas envie de rester 15 ans sur un divan à raconter ma vie, même si je pense que ça peut être très utile pour certains problèmes, pour certaines personnes, donc je ne remets pas du tout en cause la psychanalyse. Mais moi, je cherchais des outils plus concrets, plus efficaces, quelque part. Et c'est vrai que les Américains, hein, on sait tous, sont solution-oriented, d'accord, hein, ils sont très pragmatiques, ils veulent des solutions. Et ça aussi, c'est limite. Hein, une fois de plus, c'est comme pour l'éducation des enfants, rien n'est parfait, rien n'est que positif. Donc il y a évidemment des limites, et je les ai vite rencontrées, d'ailleurs. Mais je me suis formé surtout aux États-Unis, notamment pour les fondateurs de la PNL qui sont toujours vivants. Hein. La PNL, je ne sais pas si vous connaissez tous, c'est rattaché aux sciences cognitives, donc au niveau cognitivo-comportementaliste. En psychanalyse, on cherche le pourquoi d'un problème. Pourquoi j'ai un problème? Vous, les 15 ans sur le divan où on parle de papa, maman. En sciences cognitives, on est dans le comment. C'est-à-dire comment je fais pour avoir un problème. Et donc, c'est orienté solution. La question d'après, c'est comment je peux faire pour ne plus l'avoir. D'accord? Donc il y a des outils très très pragmatiques avec des protocoles pour traiter des problèmes, pour régler vos phobies, vos peurs, vos machins. C'est très très concret et efficace, je peux dire. Et ce vécu, intuition et hypnose alors? Ah oui, c'est qu'à un moment donné, un jour, je suivais plein de séminaires. D'accord, je pouvais me permettre parce que la finance ça paye bien, donc puis je vivais dans un tout petit studio avec un tout petit loyer, donc tout ce que je gagnais, je le réinvestissais, d'accord, dans les séminaires. Puis après, je suis devenu consultant, et quand on est consultant, on travaille à la journée. Vous voyez, on intervient pour 1, 2 ou 3 jours dans une entreprise. Et puis à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, parce que ça fait 5 ans que je me consacre à l'écriture, mais à l'époque, ça payait bien. Et moi, j'ai dépensé tout ce que je gagnais dans des séminaires, des formations, etc. Donc bref, je m'autorisais à suivre une intuition. Et un jour, j'ai eu l'intuition de suivre un séminaire sur la relation à la maladie, par l'hypnose. Je ne sais plus exactement le titre du séminaire, c'est Stephen Gilligan qui animait ça. Stephen est quelqu'un qui s'est lui-même formé auprès de Milton Erickson, le grand psychiatre américain, père de l'hypnose qui porte son nom, l'hypnose ericksonienne. Et donc, hop, j'ai sauté dans un avion, je suis allé à San Diego, ou je ne sais où, et j'ai suivi 8 jours de séminaire avec Stephen Gilligan. J'avais l'intuition qu'il fallait que j'y aille. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, j'étais pas médecin, ni thérapeute, ni... D'accord, et puis pas spécialement malade. J'avais juste à l'époque des angines à répétition. Bon, rien de grave, rien qui justifie d'aller traverser l'Atlantique pour suivre des séminaires sur la maladie. Donc je suis ce séminaire avec Stephen, et Stephen est quelqu'un qui est
Erickson disait de lui, ton problème, toi, c'est pas d'apprendre la transe, c'est de sortir de transe. Parce qu'il vit un peu en permanence en transe, d'accord. Et donc, quand vous suivez un séminaire avec Stephen Gilligan, en fait, vous êtes vous-même en transe pendant 8 jours, ça dure 8 jours, parce que Stephen parle avec une voix, il faut que je me rapproche du micro, il parle avec une voix très, très hypnotique, oui, c'est quelque chose comme ça, une voix très, très grave, il parle très lentement. Et au bout de 5 minutes à ce rythme-là, je vous garantis, une partie de votre conscience s'évade. Donc, après ces 8 jours, j'étais terriblement frustré parce que j'avais l'impression d'avoir passé 8 jours endormi et ne rien avoir appris du tout. Je me suis dit, là, j'ai vraiment perdu mon temps, perdu mon argent. Je suis rentré chez moi, sauf que depuis ce jour-là, j'ai plus jamais eu une seule angine. J'avais une angine toutes les 3 semaines avant. J'ai plus une seule angine de ma vie. Donc il s'est passé des choses, d'accord. C'était un apprentissage vraisemblablement inconscient, mais il s'est passé des choses. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais eu l'intuition qu'il fallait que j'y aille. C'est drôle. Alors j'ai suivi un autre séminaire des années plus tard avec Stephen, qui était de passage à Paris. Donc je me suis dit, tiens, moi, je vais y aller, c'est une formation à l'hypnose. Donc pareil, là ça ne me surprenait plus, je dormais, je ne suivais rien du tout. Donc j'avais pris soin cette fois-ci de me mettre au fond de la salle. J'étais assis au fond de la salle. J'ai bien mis le micro, vous m'entendez bien? Ouais. Donc j'étais assis au fond de la salle, et avec ce sentiment de ne rien comprendre, rien suivre, mais voilà, je l'acceptais. Et d'un seul coup, donc j'étais dans les vapes, et je vois Stephen qui me montre du doigt, et qui dit qu'il cherche un volontaire pour faire une démonstration d'hypnose, et il me montre moi. Et là, d'un seul coup, alors là, comme d'un claquement de doigts, là, je reviens avec toute ma conscience, et je me dis, ah non, c'est pas possible, j'ai pas suivi ce qu'il a dit, je sais pas exactement de quelle démonstration il veut faire sous hypnose, et il faut pas que j'y aille parce que évidemment ça va pas marcher avec moi. Ça va pas marcher avec moi, donc je vais planter son truc, et comme j'ai beaucoup d'empathie, j'ai pas du tout envie de me mettre mal à l'aise devant tout le groupe, donc j'avais pas du tout envie, sauf que, voilà, il a une façon de parler avec sa voix grave, etc., qui sans doute intime l'ordre à votre inconscient de vous lever, donc vous vous retrouvez debout sans même savoir pourquoi. Donc, dans l'allée centrale, remonter l'allée centrale et m'asseoir sur le tabouret devant tout le monde. Alors j'avais vraiment pas du tout envie de faire ça, croyez-moi. Et donc, bon, il induit une transe et puis il dialogue avec mon intuition, avec mon inconscient. Et donc je me souviens très très bien de l'exercice. Il demandait à mon inconscient de lui répondre sous la forme d'un mouvement du doigt. Et donc il s'adresse à mon inconscient pour demander que l'un de mes doigts se soulève lors de notre conversation à venir pour répondre oui aux questions qu'il me poserait. Bon, très bien. Et là, il y a mon index qui se soulève et qui se met à s'agiter. Mais vraiment furieusement comme ça. Et c'était... ça me fait rire, moi ça ne me faisait pas rire du tout, c'était même très flippant, parce que c'était pas mon cerveau qui pilotait mon index, et ça je me jure. Quoi. Et je me disais, mais qui commande mon corps? Et c'était vraiment étonnant, mon doigt s'agitait, c'était pas moi qui avais demandé à mon doigt de se soulever. Quoi. Bon, et après, il a demandé à un autre doigt de se soulever pour répondre non à la question, et c'est mon annulaire qui s'est soulevé. Par chance, c'était pas mon majeur. Et mon annulaire s'est soulevé comme ça, et à partir de là, puis il y avait un autre doigt pour dire je ne sais pas, je sais plus lequel c'était. Et à partir de là, il s'est mis à me poser des questions. Et donc mes doigts, alternativement, voilà, se soulevaient. Moi, j'étais comme ça. Hein. Vraiment, je n'en revenais pas. Vraiment, c'est très flippant quand on le vit. Quoi. Mais le plus flippant, c'était pas ce phénomène. Le plus flippant, c'était les questions que me posait Stephen à côté de moi, qui étaient terriblement personnelles, terriblement, mais précises, correspondant à ma situation. C'était les questions que... pour me poser, en fait, il fallait connaître ma vie, il fallait connaître mon histoire, il fallait peut-être même connaître mon enfance, mais vraiment c'était des questions qui ne pouvaient être que dans la bouche de quelqu'un qui me connaissait, sauf qu'il ne me connaissait pas. Quand j'avais suivi son séminaire aux États-Unis, j'étais l'un parmi 100, il ne me connaissait pas. D'accord ? Et il m'a posé ces questions qui étaient vraiment très troublantes de ce point de vue-là. Quoi. Si bien qu'après cette démonstration, lors du break, de la pause, je suis allé le voir et je lui ai dit, mais ok, tu les tiens d'où ces questions quoi? Pourquoi il m'a posé ces questions? Comment tu faisais pour savoir que... Et il m'a répondu, quand je mets quelqu'un en transe, je suis en transe moi-même. Donc c'est mon intuition, c'est mon inconscient qui parle à ton inconscient, et donc j'ai des intuitions de ta situation,
C'est extraordinaire quand même. Il est en train de me dire qu'il est capable de se connecter à un certain champ d'information. Et je peux vous dire qu'il savait vraiment des choses sur moi très très personnelles. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Je ne sais plus quelle était votre question ni qui l'a posée, mais voilà ma réponse. Je souhaiterais comprendre quel a été le déclic pour vous, ce qui vous a permis de mener les actions pour passer donc de la formation à l'écriture et donc à votre mission, indépendamment de ces événements douloureux qui ont été la perte dont vous nous avez parlé. Est-ce que voilà, je souhaiterais comprendre un petit peu cette espèce de poussée, enfin, toutes les ressources dont vous avez pu... Ben, en fait, il n'y a pas vraiment eu de processus, en le sens que je n'ai pas suivi de formation, je ne me suis pas inscrit à un atelier d'écriture. En fait, je m'y suis mis simplement. Je m'y suis mis... Ah si, quand même. J'ai fait une chose, c'est que j'ai acheté un petit bouquin du romancier américain Stephen King, et qui s'appelle On Writing. Je crois que ça a été traduit en français d'ailleurs. Un truc au sujet d'écriture, c'est pas un roman, d'accord, c'est un livre sur l'écriture. Et dans ce livre, il parle de l'écriture, c'est assez intéressant, c'est marrant. Il parle de sa façon d'écrire, qui d'ailleurs est très différente de la mienne, je peux vous en parler si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, c'est très intuitif son écriture. Mais bref, à un moment donné, il conseillait un exercice que j'ai fait. Et cet exercice, c'était, eh bien, je vous plante le décor de l'histoire. Voilà, c'est un couple américain, il se passe ceci, alors, il donne le début d'une histoire et dit à partir de maintenant, vous continuez. Vous continuez, vous ne réfléchissez pas, vous faites confiance à votre intuition, et vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et je l'ai fait, je me suis prêté au jeu, et j'étais bluffé du résultat. Là, j'étais capable d'écrire une page entière d'action concernant ces personnages, d'autres pour lesquels il avait juste planté le décor, une fois de plus. Bon, c'était pas extraordinaire ce que j'avais écrit, mais il se passait des choses. Et des choses qui venaient, je ne sais d'où plutôt. Et donc ça m'avait démontré, cet exercice m'avait démontré que quelque part en moi, il y avait une certaine forme de créativité par rapport à des histoires. Et en fait, je pense que cette mini-expérience qui a duré 10 minutes a suffi pour me convaincre que j'étais capable de creuser des choses en moi, vous voyez, de trouver des choses. Et à partir de là, moi j'ai commencé, je crois que le jour même, voilà, j'avais mon ordinateur portable, j'étais à la montagne. C'est génial de dire à la montagne, c'est comme Moïse ou Jésus qui va monter à la montagne, c'est là qu'on a eu l'inspiration. Mon trêve de plaisanterie, j'étais vraiment à la montagne, mais c'était un hasard. Donc j'ai pris mon ordinateur portable, j'ai ouvert un fichier, puis j'ai commencé à écrire. Et en fait, j'ai trouvé que c'était facile, tout simplement. Voilà, c'était pas compliqué, alors que je vous ai dit, j'avais procrastiné pendant 2-3 ans en disant non, mais je ne suis pas capable d'écrire un livre. Ce que j'ai découvert, c'est que c'était facile, finalement. C'est tout, et donc j'ai continué. Et votre premier livre, c'est votre expérience personnelle, c'est vous avez inventé? C'était en voyage, si je me souviens bien. Oui. Alors l'histoire est totalement fictive. C'est-à-dire j'ai pas rencontré un sage à Bali, etc. Mais en même temps, ce personnage du sage, d'une part, était une sorte de synthèse de tous les sages que j'avais rencontrés, sages et formateurs que j'avais rencontrés, d'accord. Et pour la personne, vraiment du personnage, sa caractérisation, comme disent les Américains, là je me suis inspiré d'un guérisseur, pour le coup bien réel, que j'avais effectivement rencontré à Bali. Mais 10 ans avant, 11 ans avant même. J'étais allé à Bali pour me former en fait. J'étais resté quelques mois sur place pour faire une formation psycho. Et j'avais entendu parler d'un guérisseur assez exceptionnel, donc là aussi j'étais pas malin, mais j'étais allé quand même. Et j'avais vu un personnage assez étonnant d'ailleurs, assez étonnant. Je peux vous raconter une anecdote que je raconte rarement parce que je ne la raconte pas aux gens rationnels, ce qui me prendrait pour un fou. Mais ce gars-là qui ne parlait pas anglais, donc il y avait un interprète qui m'accompagnait, qui traduisait du balinais vers l'anglais. Cet homme-là qui avait à peu près 70 ou 75 ans est venu derrière moi puis il m'a massé les épaules. Et il m'a dit que j'avais une douleur dans l'épaule. Ce qui était vrai. Je ne savais pas d'où ça venait, mais c'est vrai que j'avais une petite douleur dans l'épaule. Et donc il me dit, via l'interprète, je vais faire disparaître cette douleur sous forme de gaz par votre cuisse droite. C'était en 1995, j'étais encore assez rationnel et cerveau gauche à l'époque. Je me suis dit, bon, on m'a prévenu que de toute façon,
Voilà, il n'y avait pas des zones horaires fixées d'avance, on mettait ce qu'on voulait dans la petite boîte, j'ai repris ça, donc il voulait être heureux. Donc voilà, tant pis, je laisse faire le monsieur. Il est resté derrière moi, et puis il me massait les épaules. Ses mains n'ont jamais quitté mes épaules. Moi j'étais en short, c'est à Bali, il faisait chaud. Et soudain j'ai vu ma cuisse droite doubler de volume. Mes poils se redressaient au garde à vous. Et j'ai senti comme de l'air qui sortait par les pores de ma peau. Donc c'était très étrange et très angoissant. Je dis que j'ai peur de tout, d'accord. Donc là ça m'a fait peur, bien peur. Ça a duré, je sais pas, 30 secondes, 1 minute. Et puis après, voilà, ma cuisse a rediminué, elle a retrouvé son volume initial, et j'avais plus mal à l'épaule. C'était très étonnant. J'ai pris le besoin de demander à l'interprète s'il avait vu ce que j'avais vu, tellement je trouvais ça complètement dingue. Et il était à peu près dans le même état que moi. Voilà, donc ce personnage du guérisseur rencontré m'a inspiré pour la création du personnage, mais c'était pas lui, quoi. C'était pas un maître à penser, c'était pas un sage, ou il était peut-être, mais j'ai pas eu l'occasion de m'en rendre compte. Bon, et je vous remercie tous de votre participation. Merci beaucoup, Laurent. Merci Virginie, merci.